Donc nous accueillons Anne-Sophie Kerr, présidente du réseau des maisons d'architecture depuis février 2018, membre du conseil d'administration, si vous voulez bien vous lever et prendre place, s'il vous plaît, de la Maison européenne du Rhin supérieur, conseillère nationale de l'Ordre des architectes depuis 2017 et présidente du conseil d'administration de cette école, voilà, depuis décembre 2022. Nous accueillons ensuite Michael Labbé, agrégé et docteur en philosophie, maître de conférences en esthétique et philosophie de l'art à la faculté de philosophie de l'Université de Strasbourg. Patrick Henry, architecte et urbaniste, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, où il dirige la spécialisation en urbanisme. Alain Charrier, qui nous rejoindra en un second temps, secrétaire général de la Fédération nationale du CAE, bien évidemment, président du CAE de la Gironde et conseiller départemental. Et enfin, la personne qui animera cette table ronde, David Habitant, journaliste, intéressé, plus qu'intéressé par l'architecture, le patrimoine et la ville, fondateur du média Théma Archi, avec lequel il produit plusieurs séries, vidéos et podcasts de vulgarisation architecturale, spécialiste de la discipline pour France Inter depuis 2015. Il collabore également sur une série de podcasts de découverte patrimoniale produite par Nostalgie. Oui, j'ai donné toute ma bio. Bon voilà. Mais on m'a demandé. Je vous laisse lire la suite. C'est la version courte, mais bon. Voilà. Donc, pour pouvoir vous référer bien identifié, je laisserai ça en arrière-plan et je laisse la parole à David Habitant pour animer cette table ronde. Donc, le thème de cette table ronde, la sobriété, nouveau paradigme de la qualité du cadre de vie. Question. Pardon, juste, puisqu'on parlait de ma biographie, blague à part, c'est amusant. Je suis très très heureux d'être là parce que les premières fois que j'ai animé des tables rondes, c'était avec le CAE de Paris. Voilà, c'était il n'y a pas loin d'une dizaine d'années. Et depuis, j'ai eu l'occasion d'en animer d'autres, mais ça avait commencé avec les CAE, donc c'est quand même chouette de boucler la boucle ici. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Voilà, on va essayer ce matin de faire circuler la parole autour du thème « La sobriété, nouveau paradigme du cadre de vie ». Circuler la parole entre nos invités, Anne-Sophie Kerr, Patrick Henry et Michael Labbé, à qui je donne la parole dans un petit instant. Tout à l'heure, donc, vous le disiez, Carole, on sera rejoint également par Alain Charrier, le secrétaire général de la FNCAE. Faire circuler la parole entre nos invités, mais aussi avec vous dans le public. On va avoir alors non pas un temps de questions-réponses, on va essayer d'introduire ces questions-réponses-là, de mettre en place cette discussion entre les intervenants et la salle. Pas forcément à la toute fin, peut-être dans pas si longtemps que ça. Donc n'hésitez pas dès maintenant, pour toutes les remarques qui vous viennent en tête, pour toutes les questions que vous pourriez avoir ou les témoignages que vous pourriez faire sur les sujets, à les noter dès maintenant dans un coin de la tête pour pouvoir nous les partager dans quelques minutes. On a 1h30 en tout de discussion, durant laquelle on va interroger d'abord la définition de la sobriété, rappeler sa nécessité dans la conception de nos cadres de vie. On va également évoquer toutes les pistes toutes les pistes, on va essayer de les avoir toutes les pistes. En tout cas, on va essayer d'en évoquer au moins quelques-unes, des pistes qui nous aideraient à entraîner tous les acteurs de la conception de nos cadres de vie dans cette sobriété. Je pense évidemment aux élus et on profitera du fait que quelques-uns parmi vous sont également élus sur leur territoire pour pouvoir, là encore, échanger là-dessus. Comment entraîner également, bien sûr, les promoteurs immobiliers, mais aussi entraîner les architectes. Est-ce que nous, on est peut-être plus ou moins convaincus de cette nécessité de sobriété, mais est-ce que c'est le cas de tous les maîtres d'œuvre, de tous les architectes, les urbanistes? On va parler de tout ça. Et puis, on terminera en donnant aussi des exemples concrets de cette manière harmonieuse de faire projet. On a volontairement choisi de ne pas diffuser d'images parce que à partir du moment où on met une image, c'est vrai que c'est toujours simple c'est toujours pas simple, c'est jamais simple, c'est comme ça qu'on dit, c'est jamais simple de faire court et on en dit toujours un petit peu trop. Alors on va plutôt les présenter, ces exemples, les citer et comme ça chacun d'entre vous pourra ensuite peut-être aller regarder un petit peu plus en détail autour de chacun des exemples dont on parlera avec nos intervenants, que je vous présente, que je vous représente, ou plutôt à qui je laisse la parole tout de suite. Donc Anne-Sophie Kerr, on le disait, architecte,
enseignante ici même à l'école d'architecture de Strasbourg, présidente du réseau des maisons de l'architecture. Je remarquais que chacun de nos invités a une petite actu livre. Alors, celui du RMA, du réseau des maisons de l'architecture, ce n'est pas une actualité très immédiate, mais toujours est-il qu'il y a Transaction qui est encore disponible, qui raconte les actions du réseau des maisons de l'architecture et toutes les réflexions qu'elles emmènent sur la fabrication de nos cadres de vie. Il y est plutôt pas mal question de sobriété, donc on va pouvoir y revenir. Ça pourra bien illustrer, je pense, nos discussions. D'un mot, peut-être juste, si vous pouvez nous rappeler, Anne-Sophie, le réseau des maisons de l'architecture, c'est un peu c'est pas très loin de la Fédération nationale des CAE, d'une certaine manière, dans un autre cadre, à une autre échelle, et avec des missions un peu différentes, mais certaines missions aussi qui sont assez proches. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, en quelques mots très rapides, le réseau des maisons existe depuis 2004. Il est né des maisons. Aujourd'hui, il y a 33 maisons d'architecture en France et le réseau permet de les fédérer, de mutualiser des outils, des dispositifs, mais aussi permet des rencontres et du partage et des réflexions partagées autour de groupes de travail, notamment sur la pédagogie, sur le cinéma, mais aussi les résidences, et je pense que j'y reviendrai ultérieurement. Voilà, en tout cas, je suis ravie d'être parmi vous et je pense que beaucoup de maisons et de CAE sur les territoires travaillent et partagent voilà, des actions et je serais ravie qu'il en soit encore plus question demain. À vos côtés, c'est Michael Labbé, on le disait également, maître de conférence en esthétique et philosophie de l'art à la faculté de philosophie à l'université de Strasbourg. L'actu livre, c'est Aux alentours, mais je ne l'ai pas ramené, pardon. mais on va peut-être en dire un mot tout à l'heure. Aux alentours, c'est à propos d'un projet qui prend place à Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est un petit essai sous forme d'une déambulation dans Strasbourg qui propose un regard écologique et social sur un trajet très quotidien que j'ai dû arpenter un peu pendant le confinement. Un regard écologique, social, peut-être un peu sobre aussi, on va en parler. Ouais, espérons. On vous entend souvent à propos de ville, d'architecture. Qu'est-ce qui vous amène, vous, philosophe, à vous intéresser à ces sujets ? En fait, au courant de mes études, pour faire bref, j'ai assez vite compris que j'allais m'intéresser à la philosophie de l'art, à l'esthétique, etc. Et au fond, là aussi, à force de traîner avec différents amis architectes, notamment qui ont été dans cette école-là, j'ai été amené à... pendant qu'ils faisaient leur charrette et vu mon incapacité congénitale à pouvoir les aider autrement qu'en faisant le café, je suis tombé sur des livres d'architecture. Et donc voilà, en fait, c'est ça qui a aussi dessiné le fait que j'allais m'y intéresser en tant que sujet de recherche, quoi. J'aime bien cette histoire, c'est assez chouette. C'est marrant. C'est vrai. C'est encore mieux. Et enfin, Patrick Henry, vous êtes architecte, urbaniste. Votre agence, c'est Pratiques Urbaines. Vous enseignez à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Et on a un livre, là encore, des tracés aux traces pour un urbanisme. Et ben voilà, ouais, c'est ça. On le montre à la caméra là-haut. Pour un urbanisme des sols, aux éditions Apogée. Un mot peut-être sur cette importance que vous donnez dans votre pratique, dans votre enseignement sur la question des sols. On ne parle pas forcément toujours des sols. Je me rends peut-être un peu moins compte du côté de l'urbanisme. En tout cas, c'est vrai que dans mon intérêt pour l'architecture, pour le milieu de l'architecture, c'est pas un sujet, en tout cas, omniprésent, le sol. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. L'intérêt pour les sols, il vient d'une part, pour moi, de ma pratique sur la question de l'espace public, qui était une manière de regarder les sols sur leur aspect plutôt surfacique. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte, avec d'autres, que les sols avaient une épaisseur, et que cette épaisseur, elle était importante à prendre en compte. Et quand je suis arrivé à l'école de Paris-Belleville, il y a maintenant 5 ans, j'ai proposé un cours sur les sols, et je me suis rendu compte qu'effectivement, en école d'architecture, et sans doute ailleurs, la question des sols était peu ou pas enseignée, ou en tout cas, elle l'était simplement d'un point de vue... la parcelle, le terrain, etc., mais pas véritablement comme un outil véritablement de l'urbanisme, en tout cas quelque chose à prendre en compte dans la manière de faire les choses. Donc c'est la raison pour laquelle
j'ai voulu, à partir de ce cours et à partir d'expériences de terrain, écrire ce livre pour essayer de poser une hypothèse d'un urbanisme. Qu'est-ce que serait un urbanisme des sols ? Voilà, question. C'est la question que j'allais vous poser, mais du coup, si vous en faites un livre, vous ne pouvez pas répondre en quelques minutes. Mais j'aimerais bien qu'il se vende un peu. Alors, on n'en dit pas plus. non, blague à part. Non, mais qu'est-ce qu'on a à dire de ces sols Les sols, forcément, je pense à la question de la porosité, très d'actualité avec le zéro artificialisation net. La pollution des sols. Qu'est-ce qu'il y a encore Qu'est-ce qu'on traite comme sujet autour des sols ? Tous les sujets, en fait. En fait, ce dont je me suis rendu compte en travaillant sur les sols, c'est qu'à la fois par la polysémie, d'abord, moi je dis plus le sol, je dis les sols, parce qu'il y a plusieurs sols. Il y a plusieurs sols et on a intérêt à les considérer en même temps, pour reprendre cette formule. Effectivement, les sols, chacun a ses sols finalement. Les architectes ont leur sol, les urbanistes ont leur sol, les géologues ont leur sol, les pédologues ont leur sol, les géographes, etc. Et tout l'intérêt de travailler sur les sols, c'est justement d'arriver à faire converger l'ensemble de ces disciplines vers une considération des sols pour les utiliser à bon escient, parce que les sols sont essentiels à nos environnements, à tout point de vue, pour l'alimentation, pour ce que tu dis sur la question de la porosité, de la perméabilité, la question des nappes phréatiques, etc. Enfin, tous ces sujets-là nous renvoient au sol, et puis plus largement, et je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de mon voisin de gauche, en philosophie, enfin, ça nous envoie sur des questions philosophiques, éthiques, morales. Enfin, c'est un sujet extrêmement riche qu'il faut embrasser d'une certaine façon dans sa globalité pour en tirer le meilleur parti et nous aider peut-être à aller vers la sobriété dont on va parler ce matin. Et ben voilà, excellent. Merci beaucoup pour la transition. Et puisque on revient tout à l'heure sur ce lien entre le sol et la sobriété, mais peut-être intéressons-nous sur ce mot. On a volontairement choisi, on en a discuté ensemble en amont et avec Carole également, on a volontairement choisi de ne pas faire 1h30 de discussion sur la sobriété. J'imagine qu'on est tous plus ou moins concernés par le sujet et vous au CAUE sans doute très, très directement et je pense que chacun est conscient de cette nécessité de sobriété. On va tout de même, et aussi parce que cette discussion est filmée et qu'elle va être diffusée au-delà de notre cadre de cette assemblée déjà bien remplie, on va tout de même revenir sur la sobriété, sa nécessité, encore une fois, mais peut-être avant sa définition. Peut-être, Michael Labbé, est-ce que le philosophe n'est pas directement linguiste, mais peut-être c'est à vous que j'ai envie de vous poser une question étymologique. La sobriété, comment ce mot est apparu ? Qu'est-ce que son histoire nous raconte ? Oui, il y aurait un certain nombre de choses évidemment à en dire de ce point de vue-là. C'est un terme qui reflète également les difficultés contemporaines qu'on peut avoir avec lui. C'est un terme qui est assez piégeux parce que c'est pas réellement un concept extrêmement dense ou extrêmement déterminé. Et on voit bien aujourd'hui, on en discutait là aussi en amont, que c'est des termes piégeux. C'est à la fois un mot où tout le monde est d'accord, ça fait consensus complètement, il faut de la sobriété, il faut être sobre, etc. Et en même temps qui peut être extrêmement clivant. Et c'est peut-être un peu le flou aussi de sa définition, les connotations qu'il peut avoir, qui sont complexes de ce point de vue-là. Après, voilà, pour le définir brièvement, il y a un sens, on va dire, un peu restreint, mais très direct. La sobriété, c'est le contraire de l'ébriété. J'ai cru savoir que certains d'entre vous sont rentrés un peu tard hier soir, donc je tiens quand même à vous adresser ce message que sobrius est le contraire d'ébrius, ivre, et donc le sens premier c'est ça, c'est l'absence d'ébriété. On revient sur le cadre de vie, un instant. Voilà. Ensuite, c'est un terme au fond qui apparemment, là, si je suis les linguistes, apparaît comme substantif sobrietas au Moyen-Âge et qui est utilisé d'une manière équivalente à un terme qui est extrêmement important dans la réflexion occidentale et grecque, qui est le terme qu'on traduit nous par tempérance. Donc le premier cadre de réflexion, c'est la sophrosune grecque. Le premier cadre de réflexion sur la sobriété, c'est un cadre de réflexion éthique dans le fait qu'on cherche à définir, à atteindre le bonheur par la sagesse, par la maîtrise de soi, etc.
Là où on voit aussi évidemment la résonance aujourd'hui avec toutes les discussions sur, je sais pas, les gestes individuels ou voire des mesures institutionnelles données en tant que telles. Donc c'est d'abord un terme qui naît dans cette question éthique et qui, si vous voulez, n'a pas une définition stricte, mais qui est un peu synonyme de tempérance, mesure, cette question de la limite, de la juste mesure, du juste milieu, mais également avec des termes, là il y a des petites batailles aujourd'hui entre sobriété ou frugalité, mais ça renvoie aussi à la discrétion, la pondération, la retenue, la simplicité, le fait de ne pas tomber dans le contraire de la sobriétas ou de la sobriété dans ce sens-là, qui est l'excès, la démesure, l'hubris, l'éclat, la goinfrerie, etc. quoi. Donc, en fait, c'est quoi la sobriété ? C'est un rapport au trop ou au trop peu, au fond. Être sobre, c'est ni être dans le trop, ni dans le trop peu. Mais c'est hyper important de le dire sur ce trop peu, en fait. C'est-à-dire que parce que parfois on a tendance justement à caricaturer. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'on caricature parfois la sobriété comme étant un trop peu, presque un rien. Et ce que vous nous dites, c'est que non, c'est un équilibre en fait. Voilà. C'est un rapport au moins. Il faut faire moins, il faut s'abstenir, se retenir, renoncer peut-être à cette tendance qu'on a tous à vouloir toujours plus de bien, plus de plaisir, plus de pouvoir, etc. Mais ce moins qui n'est pas dans ce trop peu austère nécessairement, etc. Donc on en reparlera de ce point de vue-là. Et le dernier point que je veux essayer de mettre en avant ici, donc c'est d'abord c'est un terme qui naît dans le cadre de cette réflexion éthique, morale, spirituelle aussi. Il y a la simplicité volontaire religieuse, l'ascèse religieuse. Là aussi, c'est une des connotations de la sobriété. Mais évidemment, aujourd'hui, dans le contexte écologique, politique qui est le nôtre, c'est un terme qui en est de plus en plus venu à désigner une notion politique et notamment dans les années 70, etc., une contre-proposition politique à la perpétuation d'un modèle qu'on peut appeler moderniste, d'accumulation, de ce toujours plus, cette fois-ci, mais de toujours plus de progrès, toujours plus d'extension, toujours plus cette idée à laquelle on doit peut-être renoncer que plus c'est toujours mieux, quoi, au fond, et qu'il y a toujours plus après, quoi. Voilà. On a tous une idée, alors ça ouvre, mine de rien, les perspectives d'avoir une définition aussi précise et en tout cas aussi large de ce terme de sobriété. Je pense que ça va nourrir pas mal de nos discussions à venir dans l'heure et demie qui nous attend. Et même en vous écoutant, enfin, ça peut avoir comment dire, on pense on a tous une idée de la place de tous ces thèmes-là dans la société. Pour s'intéresser spécifiquement à la fabrication de nos cadres de vie, et peut-être d'ailleurs pas tant à ce qu'il en est aujourd'hui, mais peut-être à ce qu'il en sera demain, on va profiter d'avoir 2 enseignants en école d'architecture pour voir la place de cette sobriété dans les écoles. Du côté des enseignants, peut-être pour commencer du côté des étudiants, Anne-Sophie Kerr. Alors, bien sûr, il n'y a pas un étudiant type ou une horde d'étudiants indivisibles avec qu'une seule vision, mais qu'est-ce que vous en voyez, vous, quand vous enseignez le projet qu'est-ce qu'ils vous disent, vos étudiants, sur ces questions-là ? Alors peut-être, avant de répondre spécifiquement sur la manière d'enseigner qui doit aussi se transformer et est en train de se transformer, sur la question de la sobriété, parce que ce que vient d'exposer et de nous expliciter Michael Labbé ne peut pas ne pas faire écho à cette phrase de Mies van der Rohe qui, il y a maintenant quelques décennies, nous disait « less is more, moins c'est plus ». Et aujourd'hui, on doit faire plus avec moins. Donc finalement, on est dans une sorte de paradoxe en continuum. Et c'est aussi en cela que l'enseignement doit se transformer. Et sur cette question de sobriété, parce que j'avais aussi réfléchi à peut-être ma vision de ce mot qui vient d'être réexpliqué par Michael, c'est bien sûr la question de la tempérance, de la frugalité, mais finalement, derrière tout ça, il y a la question de modération et surtout de déconsommation. Et c'est ça qui nous intéresse en architecture. Comment consommer moins et finalement être aujourd'hui dans un nouveau paradigme, peut-être réinventer une autre manière aussi, non seulement de construire, mais de consommer, c'est-à-dire être un peu anticapitaliste, si je peux dire les mots comme ils me viennent.
Donc il faut déployer des actions de sensibilisation, et c'est aussi par la sensibilisation, parce que si on ne sensibilise pas tout le monde à ces questions-là, comme ça a été dit, on a tous une vision différente de la sobriété, mais il faut qu'on soit tous unis et ensemble dans cette démarche. Donc sensibiliser et enseigner aussi ces questions-là. Et pour moi, se cache aussi derrière ce mot sobriété la question de l'humilité. Et c'est peut-être l'humilité en architecture qu'il faut aussi, non pas réinventer, mais peut-être inventer. Donc trouver une beauté dans ce ralentissement. Donc il y a plusieurs approches. Il y a dans la production et la consommation de produits, de matières premières, d'énergie. Voilà. Donc tout ça fait partie, on sait, des clés de réponse. Par contre, dans l'enseignement, ce qui est aujourd'hui assez visible, c'est que, comme vous le savez, les études d'architecture, finalement, on a 20 000 étudiants en France, et dans nos écoles, le système Parcoursup fait qu'aujourd'hui, même à Strasbourg, on a 3 000 demandes. 3 000 demandes d'entrée, et on peut accueillir à peine 120 étudiants. Sur ces 3 000, on en auditionne plus de 500. Et sur les 500 qu'on auditionne, depuis quelques années, on se rend compte que la plupart des étudiants ont une appétence à faire des études d'architecture parce qu'ils veulent s'engager justement dans la transformation, ou en tout cas dans des réponses nouvelles face aux enjeux environnementaux et climatiques. Donc on se doit, nous en tant qu'enseignants aussi, de répondre à cette appétence et être beaucoup plus exigeants dans nos manières d'enseigner pour répondre à cette envie que les étudiants ont aussi de repolitiser leur manière de pratiquer. Ce qui est différent, j'imagine, de ce que... Quand je suis rentré en école d'architecture, je pense que je n'avais pas du tout ces questions-là en tête. J'avais presque même des questions tout à fait opposées. Voilà, il y a une bascule en tout cas. Oui. Vous l'avez constaté. Il y a une attente différente aussi de la manière de transmettre la pratique. Donc l'enseignement est en train de se transformer aussi parce qu'il y a des nouveaux enseignants qui arrivent, qui ont aussi de nouvelles pratiques. Mais il y a réellement une volonté pour les étudiants, par rapport à quelques années. Le seul, on va dire... modèle de sortir des écoles et de devenir architecte libéral, d'ouvrir son agence, aujourd'hui devient un peu obsolète. Donc il y a une volonté aussi d'être plus dans du collectif, dans du participatif, d'avoir des cordes à son arc plus variées aussi sur des domaines politiques et sociologiques. Donc par rapport à tout ça et à cette question de sobriété, il faut aussi que les étudiants puissent trouver des modalités d'enseignement qui parlent de l'existant, du déjà là, de la manière de réparer et de moins construire, de moins artificialiser les sols. Et tout ça, on ne peut pas le faire si on continue à partir d'une feuille blanche. Donc, moi, je vous donne un petit exemple où je fais depuis quelques années, et cette année plus particulièrement, de choisir des sujets extrêmement, qui peuvent être des sujets vraiment à débattre. Je vous donne un exemple très simple, c'est la question... des infrastructures de loisirs. Aujourd'hui, on voit que toutes les stations de ski qui ont été conçues dans les années 60, qui ont fait partie de ce plan neige, sont pour aujourd'hui essentiellement des lits froids qui servent 2, 3, 4 semaines par an. Et pourtant, on continue à construire parce qu'il y a aussi un paradoxe, c'est qu'on continue à vouloir faire venir les gens skier pour pouvoir continuer à construire, etc., etc. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. Donc par exemple, ça, c'est un sujet assez intéressant parce qu'il met les étudiants face à une réalité économique, politique, sociale, et où finalement, dans ces univers de montagne, se mêlent tous les sujets contemporains. La montée du niveau pluie-neige, le réchauffement, l'héritage d'une certaine manière de penser des années 60 par rapport aux infrastructures de loisirs, et aujourd'hui, des sites complètement vides. Donc on est face à des aberrations. Et donc, travailler sur ces lieux-là, alors il se trouve que j'en ai choisi un qui a été labellisé Architecture contemporaine remarquable, et ça permet... On est aux Arcs, hein, c'est ça? Aux Arcs, voilà, donc Perriand a été chef d'équipe, et ça permet aussi de dire, finalement, quand une architecture est reconnue à ACR, eh bien, il y a un regard différent, et permet aussi de se dire que l'architecture peut être un tremplin, par moment, aussi à cette reconversion, et à transformer ces lieux en lieux pérennes, etc., etc. Eh ben, on va pouvoir y revenir un petit peu tout à l'heure, quand on évoquera les actions concrètes aussi qui sont en ce sens. Alors, je ne sais pas, Patrick Henry, si vous voulez réagir sur cette question effectivement des enseignants, des étudiants, mais sinon je voulais continuer un petit peu de creuser le sujet sur cette sobriété, l'échelle à laquelle elle se joue. Alors, on a tendance à parler de l'architecture. Évidemment qu'en urbanisme, la sobriété est
très importante. Avant de chercher à construire de façon sobre, il y a la question de savoir si on doit construire ou pas. Est-ce que, selon vous, ça se... Enfin voilà, la question se pose de la même manière à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de la ville, ou alors il y a quand même un intérêt plus fort sur la ville parce que avant tout qu'on laisse ces sols en l'état, c'est peut-être la première nécessité. Oui, en effet, je pense qu'il y a une question d'échelle dans cette question de la sobriété. Alors peut-être je peux m'aventurer quand même sur ma perception de cette question de la sobriété, mais je vais complètement dans le sens de ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai l'impression que la sobriété, ça nous renvoie aussi à ce qui nous est essentiel. Il y a quelque chose aussi d'important, enfin, de ce que nous... Et ça rejoint peut-être aussi ce que disait Michael tout à l'heure sur le fait que c'est pas punitif, quoi. C'est-à-dire de quoi a-t-on vraiment besoin? Et peut-être que cette question-là, on devrait se la poser collectivement, individuellement, et peut-être aussi la remettre en perspective sur une échelle de temps. Anne-Sophie parlait tout à l'heure de Misandero. C'est vrai que les Six Morts, c'était aussi un point de vue esthétique sur une architecture minimaliste, ou en tout cas supposée l'être. On pourra revenir là-dessus. Pour autant, aujourd'hui, c'est plus la question de faire moins avec plus, ou faire plus avec moins, je ne sais pas très bien dans quel sens il faut le dire, mais en plus avec une forme d'attention et d'aller à l'essentiel finalement de ce que l'on doit produire. Et cette question, elle nous entraîne sur une échelle de temps, me semble-t-il, qui est de dire finalement le moment dans lequel on est, celui qu'on peut qualifier d'anthropocène, il est finalement assez court par rapport à l'échelle globale de l'histoire de l'humanité, etc. Et peut-être que l'effort, ou en tout cas le mouvement qu'on doit opérer pour aller vers cette sobriété, il n'est pas si fort que ça, enfin si important que ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi à le relativiser, essayer de comprendre aussi comment on en est arrivé là. Et en se faisant, peut-être se dire, mais finalement, on peut se revenir à des choses essentielles. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'emmener si on allait sur une île déserte? Vous savez, ces fameuses questions dans les questionnaires. Et de se dire peut-être que plutôt que d'emmener son smartphone, on pourrait peut-être emmener de l'eau, par exemple. Et de se dire, finalement, l'eau, c'est plus important qu'un smartphone. Et avec ces échelles de valeurs qu'on pourrait retrouver, peut-être se dire que, en fait, on pourrait assez facilement, relativement facilement, aller vers ces formes de sobriété qu'on essaye de trouver aujourd'hui. C'est vrai que c'est une manière très optimiste de voir la chose, et en même temps, si on prend, c'est ce que vous dites, c'est en fait le siècle de la révolution industrielle, c'est qu'une parenthèse en fait dans une histoire beaucoup plus large qui a même pas à se poser ces questions de sobriété, qui les met en œuvre de façon évidente. C'est une parenthèse importante, évidemment, qui a radicalement changé nos modes de vie, nos modes de faire, etc., mais qui a été ponctuée, émaillée de gens dans tous les domaines qui nous ont déjà alertés et qui ont mis en place aussi des manières de faire qui pourraient être aujourd'hui réutilisées pour justement aménager plus sobrement le territoire. Alors je reviens à la question que vous me posiez sur la question urbaine. Moi, je crois beaucoup à ce qu'avait écrit un historien de l'architecture, et pas que, parce que c'était un personnage éminemment intelligent et cultivé, André Corbeau, qui est un historien suisse, qui a beaucoup travaillé sur le territoire de la Suisse, évidemment, et l'histoire de Carouge, etc., et qui avait écrit dans une conférence qu'il avait donnée à Urbino dans les années 90, Urbino en Italie, qui est aussi un bel exemple, on pourrait revenir dans les exemples à citer d'aménagement frugal de la ville, avait donné une conférence qui s'appelait « L'aptitude des territoires ». Et dès ces années-là, il disait finalement, est-ce que la question moderniste ne doit pas être inversée, c'est-à-dire de dire on peut faire tout n'importe où, pour le résumer très grossièrement, ça ne serait pas plutôt de dire est-ce qu'on peut faire qu'à partir du moment où on sait faire à l'endroit où on veut faire les choses, quoi. Et de considérer la question des contextes, des environnements, au sens large, des milieux, qu'on pourrait dire aussi comme cela, comme étant le point de départ de toutes nos actions. Et à partir de ça, évidemment, d'être dans une forme de sobriété, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas reproduire, c'est l'anti-reproduction, quoi, c'est l'anti-répétition du même modèle, c'est-à-dire que c'est la question à chaque fois de la prise en compte des contextes pour aménager, pour construire, pour... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut le faire en conscience de la réalité des territoires, de leur aptitude à accueillir ces territoires. Et je crois que cette notion territoriale, elle est extrêmement importante parce qu'elle décline ensuite la question des manières de faire l'architecture. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement dans les écoles d'architecture et au-delà, évidemment, dans tout le milieu de l'architecture, sur la construction, les matériaux de construction, l'éco-construction. Cependant, si on continue à construire les mêmes choses aux mêmes endroits, avec les mêmes rapports aux produits financiers, par exemple le logement, etc., mais qu'on est dans un bâtiment en chaume et en bois, ça ne va pas changer fondamentalement les choses. C'est un peu comme la voiture électrique, quoi. C'est exactement comme la voiture électrique.
peut-être un peu plus vertueux, mais quand même. Donc c'est aussi cette question de où je fais les choses et comment je les fais, quoi. Et c'est cette question-là qui nous anime et anime aussi beaucoup les écoles d'architecture. Si je peux aussi glisser sur ce sujet suite à ce que vient de dire Anne-Sophie, on a vécu un semestre extrêmement agité dans les ENSA, dans les écoles nationales supérieures d'architecture, parce que une d'entre elles, à Rouen, n'a pas pu faire la rentrée du second semestre faute de moyens. Donc il y a eu une mobilisation extrêmement importante et cette mobilisation a fait émerger un certain nombre de discussions, en tout cas à Belleville, mais j'imagine aussi ici et dans plein d'autres écoles, puisqu'il y a eu des discussions inter-ENSA entre les étudiants et les enseignants sur des sujets justement qui sont les sujets qui préoccupent aujourd'hui les étudiants en architecture. Et ces sujets, c'est évidemment des questions environnementales qui sont au cœur du dispositif. Et c'est même la crainte d'être architecte. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui apparaît aussi beaucoup chez les étudiants, c'est mais pourquoi je vais devenir architecte si construire détruit la planète, hein. Vous savez que le milieu du bâtiment est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre. Ça pose question aux étudiants. Et la question, notre responsabilité d'enseignant, et je pense que notre responsabilité à tous, c'est de dire aux étudiants, mais en fait, on peut être architecte autrement. On peut faire les choses autrement. Et peut-être qu'au lieu d'être dans l'ère de l'anthropocène et de la construction sur la table rase dont parlait Anne-Sophie tout à l'heure, on est peut-être entré dans l'ère de la transformation. Et cette ère de la transformation, elle est effectivement quelque chose, à mon sens, qui doit révolutionner considérablement tous les métiers de la ville, du territoire, pour engager véritablement cette transition qui est plus qu'urgente aujourd'hui. On peut faire autrement, le dire, enfin, que les architectes s'en saisissent, que le monde autour des architectes s'en saisisse également. Et je reviens sur un mot que vous disiez tout à l'heure, Michael Labbé, j'ai noté ce consensus sur la nécessité de sobriété et en même temps combien la sobriété cristallise certaines oppositions. Ça nous amène peut-être au cœur de notre sujet. Comment est-ce qu'on parle de sobriété? Je vous pose la question à tous les trois, peut-être vous pourriez commencer, Michael Labbé. Comment est-ce qu'on parle de sobriété à celui qui ne veut pas en entendre parler? C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait être sensible à tous les arguments qu'on peut lui opposer sur cette nécessité de sobriété, mais qui très concrètement a des engagements, évidemment un élu par rapport à ses concitoyens, par rapport à une nécessité de construire du logement social, etc., et qui peut voir ça comme des demandes contradictoires, qui aujourd'hui est en train de dire le ZAN, c'est bien mignon, mais je ne peux pas, dans ma situation particulière. Comment on dit ça à un promoteur qui, peut-être à titre personnel, a des engagements écologiques très forts, peut-être même qui trie ses déchets, mais à côté de ça, il a un bilan à faire tourner. Et pour le coup, oui, on va construire ici des logements. Comment est-ce qu'on leur parle à ces gens-là qui sont sensibles à ces arguments, mais qui ont d'autres obligations? C'est une question évidemment qui est complexe parce que cette question centrale qu'on se pose sur plein de sujets reliés à l'écologie aujourd'hui, comment est-ce qu'on rend une transition désirable au fond? Comment est-ce qu'on n'y voit pas uniquement une contrainte, un renoncement, une écologie punitive, enfin tout ce qu'on peut entendre de ce point de vue-là et qui concerne la sobriété comme d'autres questions. D'une part, ce que je dirais moi déjà, c'est la première chose, c'est de revenir à ce cœur un peu peut-être éthique de la notion et au fait que la question de sobriété, elle engage notre rapport au monde, aux autres. Et on a beaucoup vécu en oubliant qu'il y avait un sol, qu'il y avait d'autres espèces, qu'il fallait préserver, conserver des conditions même d'habitabilité et de vie. Donc ce que je dirais, c'est ça, c'est au fond, en mettant déjà en... C'est quoi l'alternative? Vous ne voulez pas agir en faisant des efforts de sobriété, je ne dis pas en étant un modèle ou un parangon absolu de vertu, etc. Mais si vous ne voulez pas faire d'efforts, vous faites quoi? Vous êtes un promoteur du gaspillage, du superflu. Ça marche bien les antonymes en fait. Hein, ouais. Et du coup, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez chez vous aux enfants? Vous pouvez jouer au bon père de famille qui éduque ses gosses autour de valeurs d'économie, de préserver des choses. Mais soyez pas en contradiction avec vous-même. Apprenez-leur à gaspiller, puisque c'est ça que vous faites dans votre activité. Ça pourrait être une première vision. Vos valeurs, c'est ça. Donc, il faut essayer de se mettre un peu... et on est tous pris dans des contradictions.
habiter dans l'Anthropocène aujourd'hui, c'est être piégé en permanence. C'est-à-dire, c'est écrire des tribunes écologiques sur un Macintosh, quoi. Enfin, voilà, on est tous pris. Et ensuite, la deuxième chose que je dirais, c'est essayer chacun de repartir à son échelle. Je veux dire, si le discours c'est il faut tout révolutionner tout de suite, maintenant on renverse la table ou sinon rien n'est valable, et ben à ce moment-là, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Mais Vous prenez d'une certaine manière une forme, je ne sais pas si on peut parler d'entrisme, en tout cas, il y a un système en place qui n'est pas évident à dynamiter, mais ce système, il peut laisser une petite place qui progressivement moi, je pourrait pense s'élargir. le discours sur le système aujourd'hui, on oublie qu'aucun système n'est éternel, absolu, qui ne règne pas sans partage partout, etc. Donc moi, je suis beaucoup pour essayer d'agir à toutes les échelles selon ce qu'on peut faire. Et que ce soit évidemment individuellement en essayant de transformer certains de ces modes de vie, etc. Mais aussi à l'échelle de quelqu'un qui est entrepreneur, de quelqu'un qui est constructeur, etc. Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas... Il n'y a pas que des salauds partout et tout le temps. Il y en a, évidemment. Mais j'ai vu aussi discuter avec des promoteurs, avec des gens dans le bâtiment, etc., qui essayaient de faire mieux, de faire plus sobre. Même si tout n'est pas toujours possible tout le temps, etc. Et ensuite, évidemment, voilà, quand on a une prise politique, on peut agir à une échelle différente, etc. Donc moi, je suis un très grand admirateur de la philosophe Simone Weil, qui n'est pas connue pour être quelqu'un de mièvre et timoré, etc. Mais voilà, elle disait très bien... sans doute, je désire une transformation radicale du système, mais en attendant, il faut faire tout ce qu'on peut faire provisoirement. Parce que, voilà, ça, je pense que c'est un peu cette morale par provision me semble importante aujourd'hui. Donc voilà ce que je dirais, en essayant de montrer qu'il y a des choses qui peuvent être faites, qui sont déjà faites par certains, et en essayant de ne pas cristalliser le débat de manière un peu épidermique entre celui qui... pour sobriété, c'est un mot un peu mou dans lequel on met n'importe quoi. Celui que ça va braquer tout de suite en se disant ah, c'est encore un truc d'écolo, bobo, je sais pas quoi. Voilà, en essayant simplement de montrer que cette nécessité de faire mieux, moins, etc., plus sobre, elle est en lien avec nos vies, quoi. Voilà. Alors avant de vous faire réagir, Patrick Henry, peut-être Anne-Sophie Kerr, je vous laisse choisir la casquette avec laquelle vous pourrez répondre à cette même question de comment est-ce qu'on entraîne le monde de la construction de cadre de vie vers la sobriété. Peut-être que le réseau des maisons de l'architecture a son rôle à jouer là-dedans. Peut-être qu'en tant qu'enseignante, si vous voulez compléter ce que vous nous disiez tout à l'heure avec les étudiants, ou même en tant qu'architecte aussi, voilà, vous êtes un peu concerné de toutes les manières sur ce sujet. Choisissez votre casquette. Non, mais ça va être tout en même temps, parce que, et puis peut-être celle aussi d'individus, de citoyens, d'habitants. Mais je pense que en écho à tout ce qui vient d'être dit, il y a la question du sens aussi. Et que finalement, les transitions systémiques auxquelles on doit faire face aujourd'hui, dans lesquelles on doit s'engager, pour que la sobriété soit désirable, je pense qu'il faut vraiment qu'on appuie sur le fait qu'elle nous permet de redonner du sens aux choses. Et comme ça a été dit aussi sur la question de l'architecture ou de la construction autrement, revenir à des choses, des architectures plus situées, plus contextualisées, nous permet aussi d'être aujourd'hui fortement critique sur le générique qui nous a fait perdre totalement nos repères d'êtres humains et du sens qu'on a quotidiennement dans nos vies, dans nos villes, dans nos territoires, avec le générique qui finalement nous perd tous ou nous dilue tous dans un monde Ikea ou autre. Mais la question du sens, ou en tout cas, vous posiez la question avant de comment donner envie, ou je pense que là, alors, par rapport au réseau des maisons d'architecture, mais les CAU en font totalement partie aussi dans leur mission, c'est finalement de sensibiliser nos élus à oser penser autrement, c'est-à-dire à ne plus être dans des fonctionnements
traditionnelle de construire. Il y a toute une histoire finalement collective qu'on doit porter ensemble, à penser différemment. Et bien sûr, on sait tous qu'on a, si on liste un peu tout ce que l'on doit faire finalement, de construire plus dense, d'être moins dévoreux d'espaces naturels, d'être plus efficace énergétiquement, etc., on peut très vite être très catastrophiste. Alors que finalement, si on raccroche ça à la question du sens commun, du ralentissement, d'un bien-être qu'on a besoin de retrouver, parce que l'interface entre nous et le monde aujourd'hui, elle est complètement floutée, parasitée par le numérique, les écrans, etc. On voit que certains des enfants, les enfants même aujourd'hui, sont complètement noyés dans les écrans avant même l'âge de 5 ans. Donc finalement, la manière de faire, c'est de faire. C'est-à-dire d'aller sur le terrain, d'emmener que ce soit les jeunes, les habitants, les élus, de leur montrer des démarches vertueuses. Donc c'est que par l'exemple qu'on pourra changer les mentalités, ou en tout cas amener à ce que je disais avant, oser penser autrement. C'est vrai que c'est fatigant de faire d'une certaine manière. Alors tout à l'heure, quand on reviendra sur les exemples, ça sera peut-être aussi une manière de remotiver, parce que ces exemples, on peut s'en servir pour inciter à l'extérieur, mais c'est des exemples aussi qui, chacun d'entre nous, et notamment dans ces professions de conseil et d'accompagnement, c'est bien de se rappeler que ça existe, c'est bien de se rappeler qu'il y a des choses qu'il est possible de faire. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, peut-être on reviendra aux exemples après. Alors on revient aux exemples juste après. D'ailleurs, dans un instant, peut-être aussi, on va faire tourner un micro dans la salle pour avoir, parce que pour le coup, s'il y a bien un organisme, une structure qui est en interface avec les acteurs de la fabrication de notre cadre de vie, ce sont bien les CAUE. Alors ça pourrait être intéressant d'avoir soit vos retours d'expérience, vos témoignages, ou peut-être des questions pour approfondir le débat. On y vient dans un instant, mais peut-être Patrick Henry pour réagir sur ce qui a été dit. Et notamment Michael Labbé qui dit prenons place dans le système pour diffuser progressivement cette sobriété. Est-ce que c'est pas, je crée de la confrontation volontairement, est-ce que c'est pas un peu, encore une fois, la voiture électrique, on citait ça tout à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à faire cet entrisme-là sans finalement retomber dans des pièges où effectivement on peut construire de la façon la plus souhaitable possible, si on est dans un urbanisme de ZAC, qui plus est en entrée de ville par exemple, on a tout perdu, quoi. Quel beau panorama. On aura des exemples après. ZAC d'entrée de ville. Non, je ne sais pas si les promoteurs d'une publicité que j'ai vue ce matin dans la chambre d'hôtel où j'étais ont lu Simone Veil, mais je pense pas. Et en fait, c'était assez curieux. C'était sur un service lié à la voiture et qui faisait en fait au travers de 3 cas. Un entrepreneur qui doit faire des livraisons, une vieille dame qui doit faire ses courses au supermarché parce que c'est moins cher, et puis le 3e qui devait être une mère de famille, j'ai pris le truc un peu en cours, et qui disait, bon, le jour où on pourra faire tout ça en vélo, tout ça, le jour où on pourra faire tout ça, on le fera, quoi. Mais en attendant, on a besoin de la bagnole, quoi. Et je pense que quand on voit ça, on se dit que là on est dans un cénacle éclairé par rapport à ces questions-là. Je pense qu'il y a vraiment du boulot, quoi. Enfin, il y a vraiment du boulot, et vous le savez, vous, les CAUE, à faire passer le message. Et je pense que la question de s'adresser à tout le monde, elle est absolument essentielle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de préparer les choses, et pour cela, moi, je pense qu'il faut qu'on produise de la connaissance. Je pense que ce dont on manque peut-être encore aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, je vais prendre le prisme des sols, puisque c'est celui par lequel j'aborde aussi ces questions-là. Je constate, et peut-être que le retour d'expérience de tout un chacun ici, qu'en fait, on ne connaît pas les sols, par exemple. On n'arrive pas à identifier véritablement, ou alors on a une connaissance parcellaire, partielle. On connaît le cadastre, mais on ne connaît pas l'état géologique, ou on connaît la disponibilité, mais on ne connaît pas, etc. Donc, je pense que déjà, produire de la connaissance, c'est aussi préparer le passage à l'échelle, parce que moi, je trouve ça très bien, ces expérimentations, tous les exemples qu'on peut avoir, et on va en citer tout à l'heure, formidable. Mais on voit bien que ça reste des exemples, quoi. Ça reste un peu des trucs coincés dans le domaine de l'expérimentation, du cas particulier, etc. Alors que ce qu'on doit préparer aujourd'hui, c'est quand même le passage à l'échelle du territoire.
et d'arriver à organiser les choses. Et pour cela, le préalable, me semble-t-il, c'est de créer de la connaissance sur nos environnements. Je vous interromps juste un instant, mais parce que créer de la connaissance, c'est super. Mais pour le coup, il y en a d'ailleurs plein de la connaissance là-dessus. Mais la diffuser, cette connaissance. La diffuser, l'organiser. Créer de la connaissance et l'organiser. Par exemple, si je prends l'exemple des sols, on n'a pas une base de données unique qui permet de comprendre aujourd'hui l'état des sols. On a une multiplication de bases de données, Basia, Basol, etc. Et les autres, les cadastres, etc. L'INRA qui fait son truc dans son coin. Et je pense qu'on est à ce stade où il faut qu'on rassemble les connaissances pour pouvoir les diffuser, effectivement, pour pouvoir en parler, faire aussi des comparaisons d'échelle, c'est-à-dire dire que voilà, l'outil que j'ai ici, c'est un morceau de sol qui a sans doute été extrait à l'autre bout de la planète et qui a détruit des environnements. Comment on parle de tout ça sans tomber effectivement dans un discours trop dramatique, mais en même temps de prendre conscience qu'on est dans cette interrelation à la fois de son jardin, de son espace commun, et aussi dans un système évidemment planétaire dans lequel on doit évidemment agir. Donc, moi, je pense je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais parce que je pense que c'est quand même un élément qui me semble vraiment majeur, c'est comment on parle de tout ça. Oui, mais comment on parle de tout ça? Comment on atteint les personnes qui ont un levier concret pour agir là-dessus? Toutes ces connaissances-là, est-ce que ça suffirait? Vous parlez des bases de données sur le sol. Est-ce que faire une métabase autour de tout ça et faciliter cette diffusion, est-ce que ça suffirait pour que les types qui ont fait la publicité dont vous parliez tout à l'heure soient sensibilisés et peut-être reprennent un petit peu leur je ne sais pas, moi je ne suis pas devin, je suis architecte urbaniste, donc bon, j'essaye de faire ce que j'ai dans ma disposition, mais oui, je pense que ça contribuerait en tout cas à prendre conscience que c'est quelque chose d'extrêmement concret tout ça. Je pense que l'abstraction dans laquelle on est aussi aujourd'hui par rapport à ces questions-là, c'est qu'on a l'impression qu'elles ne nous touchent pas directement ou fortement. Or, quand on met en relation les choses, quand on crée de la connaissance ou des représentations, même au sens large du terme, que ça soit cartographique, mais pas uniquement sur ces sujets-là. On parlait hier soir, j'étais invité à une petite conférence avec l'association Sol en Ville, on parlait de ça. Ici à Strasbourg, par exemple, à la fois de parler de la parcelle et de parler du bassin versant du Rhin. Et en permanence mettre en confrontation ces deux échelles pour être en permanence en interface et en interaction avec ces univers. Et d'essayer autant que faire se peut aussi de donner aux élus, parce que les élus aujourd'hui, c'est compliqué. On fête les 40 ans de la décentralisation aujourd'hui. On ne peut pas vraiment dire qu'on a réussi quelque chose d'absolument parfait, quoi. Enfin, on voit bien les difficultés. Excusez-moi, mais les élus, ils ont vachement de mal, quoi. Enfin, c'est difficile, quoi. Je ne parle pas que des émeutes qui ont eu lieu récemment et des problèmes. Il faut aider ça. Enfin, je veux dire, il faut aussi qu'un élu se dise que dans son mandat, l'horizon, c'est pas de forcément inaugurer 20 logements ou 40 logements. C'est peut-être aussi d'avoir réussi à désimperméabiliser ou dépolluer une friche industrielle. C'est peut-être d'avoir mis en place un système qui permet ensuite d'avoir une action plus mesurée sur les territoires. C'est cette valorisation-là qu'il faut absolument porter, je pense, à tout niveau, et je sais que les CAUE le font pour travailler avec certains d'entre eux. Et c'est ce mouvement-là qu'il faut absolument continuer et ne pas abandonner. Mais surtout, me semble-t-il, ne pas renoncer au passage à l'échelle, c'est-à-dire ne pas simplement... Et encore une fois, c'est essentiel de le faire, de se contenter de faire des expérimentations et ensuite de ne pas réussir à passer la vitesse supérieure. Parce que c'est cette vitesse-là dont on a besoin aujourd'hui pour véritablement faire changer les modes d'aménagement et aller vers cette sobriété dont il est question ce matin. Puisque vous citiez les CAUE, dans un instant, on vous donne la parole. Peut-être juste avant, je vais faire venir avec nous Alain Charrier, si vous voulez nous rejoindre, secrétaire général de la FNCAE, président du CAUE de Gironde, président de l'Union régionale des CAUE de Nouvelle-Aquitaine, et puis conseiller départemental de Gironde et adjoint au maire de Mérignac. Donc vous avez un peu, comme d'autres évidemment dans cette assemblée, vous avez cette double casquette, CAUE et élu. Et vous avez même un micro ici, pardon, excusez-moi. Qui fonctionne. Bonjour. Bonjour Alain Charrier. Peut-être justement, parlons-en de cette double casquette. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette lampe? Alors, parce qu'on a une illustratrice. Je peux la déplacer, ouais. On va la mettre par terre. Merci beaucoup. Ah oui, il faut la débrancher d'abord. Excusez-moi, pardon, désolé. Parce qu'on aura tout à l'heure la restitution. On aura tout à l'heure la restitution graphique de nos échanges. J'espère qu'on l'aura. Non, normalement, ça devrait aller. Avec notre illustratrice qui
qui est présente ici. Alain Charrier, oui, donc sur cette double casquette, de quelle manière, je ne crois pas, mais j'aimerais bien que vous me rassuriez là-dessus, est-ce que ça vous met par moment dans des positions contradictoires? J'avais schizophrénique en tête, je me disais que c'était peut-être un peu fort quand même. Contradictoire entre la discussion qu'on a ici, tous ces sujets qui sont portés par les CAUE, et à côté de ça, un travail d'élu qui parfois, j'imagine, peut aller, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, peut aller en contradiction immédiate avec tout ça. Est-ce que vous le sentez, vous la sentez cette contradiction? Alors la contradiction, oui, elle existe, parce que c'est vrai que quand je vais voir des collègues élus ou que les archiconseils vont voir un élu en Gironde et qui lui explique que à un moment Lausanne c'est quelque chose de formidable parce qu'on va éviter de bouffer de la terre agricole dont on a absolument besoin pour nourrir la population et qu'il va falloir qu'il réaménage son centre-bourg. Souvent le maire lui dit non, moi ce que je préfère c'est je vais monter un nouveau lotissement parce que du coup ça va me faire de la taxe des impôts fonciers, ça va me permettre de faire vivre ma commune. Ça, c'est aussi la réalité. Mais je crois quand même qu'au-delà de ça, les élus aujourd'hui finissent par prendre conscience. Finissent par prendre conscience pour deux raisons. Parce que déjà, leurs administrés commencent à leur dire c'est pas terrible, notre environnement il change et il n'est pas très bon. Et là, je crois que du coup, en face de l'administré, l'élu commence à se dire il faut que je fasse autre chose, il faut que je fasse différemment. Et puis à côté de ça, effectivement, quand on est président du CAUE, on sait qu'on a un rôle de conseil, on a un rôle d'éveil, de sensibilisation. Et ça, c'est vraiment le rôle que font tous les collaborateurs des CAUE. Je vais aller très vite sur mon CAUE que je connais le mieux. Je ne vais pas citer les exemples des autres. Joël Beaugrassi, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, il l'aurait fait mieux que moi, parce qu'il sillonne la France sur tous les CAUE de France. Moi, non. Mais je sais que sur la Gironde, par exemple, on a un programme où quand on va voir un maire qui nous dit je voudrais isoler mes bâtiments. Isoler, c'est le grand truc. Ils sont démarchés par des entreprises qui viennent qui leur disent oh là là, si on prend une caméra thermique, regardez, il y a des déperditions de partout et puis ça vous coûte cher, une facture qui est énorme en électricité, en chauffage. Il faut isoler. D'accord. Mais isoler quoi? Un maire, il n'a pas un budget qui est extensible à loisir. Et donc, à un moment, nous, ce qu'on a comme programme, c'est qu'on va commencer par prendre les bâtiments, un par un, regarder l'usage, regarder la qualité architecturale, et se poser la question, est-ce que si, effectivement, je veux rénover ce bâtiment, l'isoler, j'en aurai vraiment une utilité? Est-ce que la qualité architecturale de ce bâtiment vaut le coup qu'on fasse des travaux dedans? C'est ça l'important. Et si, effectivement, ça ne vaut pas le coup, est-ce que ce n'est pas plus intéressant peut-être de le déconstruire ou de le refaire différemment de façon à pouvoir avoir une véritable utilité pour la commune? On parlait tout à l'heure de logement. On a des centres-bourgs qui meurent et qui ont des logements qui sont vides. Et globalement, pourquoi? Parce que les élus, on n'a pas forcément fait cette étude. Et les gens qui habitent ces centres-bourgs, ils ont envie du modèle qu'on a vendu depuis les années 60, le pavillon, le fameux pavillon qui est tellement bien. Non mais, c'est vrai, et maintenant, si je reviens sur ma casquette d'élu dans ma ville, une ville de 75 000 habitants, qui est dans une métropole où il manque 40 000 logements. Il manque 40 000 logements, c'est-à-dire une ville, la Bordeaux Métropole, c'est une ville comme Talence qui fait 40 000 personnes. Donc aujourd'hui, on a 40 000 personnes, foyers qui ne peuvent pas se loger. Deux solutions, soit on les envoie vers l'extérieur, où le foncier est moins cher, ce qu'on a fait pendant des années, ce qui explique que la métropole bordelaise est complètement embouteillée. Aujourd'hui, les gens ils rentrent pour travailler, ils repartent le soir. Donc si vous venez à Bordeaux, c'est pire qu'à Paris. Il faut quand même le savoir. Ou alors on a une autre solution, c'est reprendre des zones qu'on a construit, des zones commerciales. Et chez moi, j'ai une très grande zone commerciale, et de la réformer. C'est-à-dire, à quoi ça sert qu'un carrefour il ait un parking qui fasse je sais combien d'hectares, qui soit vide à peu près de 20h le soir jusqu'à 8h le lendemain matin, et à 8h le lendemain matin, il n'est plein que si c'est le samedi, parce que le dimanche, il est vide aussi. Donc on a des surfaces qui sont bétonisées, qui sont goudronnées, qui sont totalement imperméabilisées, et qui ne permettent pas, effectivement, de loger des gens. Donc aujourd'hui, on est par exemple sur un plan de 3500 logements,
pour pouvoir, en déperméabilisant, c'est impossible à dire ce mot, déperméabilisant ces terrains-là, en faisant de la construction, en gardant quand même les commerces qui existaient, mais de pouvoir refaire, et en créant des espaces verts, en créant même si on se fait un peu attaquer, mais des espaces qui sont réellement boisés, où on peut remettre de la vie et permettre de loger les gens. Parce qu'on a quand même aussi cette obligation de loger les gens. Mais si on le fait sur cet endroit-là, c'est parce qu'aussi on y a mis les transports en commun. Parce que globalement, quel est le problème aussi dans une ville comme Bordeaux ou dans une agglomération comme Bordeaux, c'est de se déplacer. Donc si vous créez une zone où vous allez mettre 3500 logements et vous ne créez pas de transport en commun, vous allez amplifier le problème. Et ça, quand même, les élus, ils en ont pris conscience. C'est vraiment, enfin, au moins sur l'agglomération bordelaise. Et il n'y a pas beaucoup de maires aujourd'hui qui construisent en essayant de continuer à bouffer du terrain. Au point qu'on s'est même rendu compte quand même qu'il y a 40 ans, sur Bordeaux, on avait des jalles et on avait des maraîchers qui arrivaient à nourrir à peu près la population bordelaise. Aujourd'hui, la métropole, c'est un jour de nourriture. Un jour de nourriture. Ces jalles, elles avaient d'autres fonctions. Alors, on parlait des sols, elles filtraient l'eau. Donc, elles nourrissaient les gens, elles filtraient l'eau. Aujourd'hui, on peut plus se nourrir. Et si on voulait reprendre ces jalles, on les a polluées. Donc, elles sont mortes. C'est un vrai problème. Et je me suis amusé à regarder, vous savez, vous allez sur Google, c'est toujours formidable. Vous prenez l'augmentation du niveau de l'eau. Une partie de Bordeaux aujourd'hui s'inonde parce que ces jalles n'existent plus. Voilà où on en est. Et donc, Donc c'est des exemples à avoir en tête. C'est des exemples qu'il faut avoir en tête. Autour de soi. Peut-être une rapide réaction, Patrick Henry. On parle des sols, forcément. Je vous redonne le micro et ensuite on va pouvoir élargir la discussion. Non, mais très rapidement, parce qu'effectivement, la question qui est posée là, elle est absolument essentielle. D'abord, il faut peut-être, quand je disais créer de la connaissance, il faut peut-être aussi déconstruire un certain nombre de mythes modernistes dans lesquels on est encore aujourd'hui. Quand on dit, par exemple, on manque de logements, on ne manque pas de logements. En fait, on manque de logements pas chers. On manque de logements pour des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits immobiliers tels qu'ils sont mis sur le marché. Donc ça rejoint l'incise anticapitaliste d'Anne-Sophie à laquelle je souscris. Il faut arrêter que le logement soit un produit immobilier. Il faut d'abord qu'il loge des gens, ce qui est quand même la fonction première. Donc quand on dit qu'il manque du logement, il manque du logement pour faire du produit immobilier. Aujourd'hui, c'est ça le sujet. Ensuite, la question des modèles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question dans la création de la connaissance, on manque de modèles. Une des erreurs presque fondamentale du ZAN, c'est d'avoir opposé le modèle de l'étalement urbain avec celui de la ville dense. Avec cette opposition un peu frontale, on va dans le mur, quoi. On est en train d'opposer deux choses qui sont finalement des populations qui sont assez semblables en termes de profil sociologique, etc. Et puis surtout qui est sur le même modèle de déplacement, vous en parliez tout à l'heure, qui est la bagnole. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre C'est vrai, moi, ben voilà. je participe à cette opposition maintenant que vous le dites. Non, mais on oppose deux modèles en se disant d'un côté, la vertu, c'est la ville dense, mais la ville dense, laquelle? Les petites ZAC en périphérie de ville où finalement les gens sont amenés à se déplacer en voiture parce qu'on n'y amène pas du transport en commun, ou le talement urbain parce que le pavillon, qui finalement coûte assez de l'argent, parce qu'on n'en a jamais fait vraiment le bilan, mais le lotissement, ça coûte du fric à la collectivité en termes d'aménagement, etc., etc. L'idée que c'est un truc qui tombe comme ça et qui n'est pas cher, c'est faux. Voilà, il faut aussi déconstruire ce genre de propos et on a les outils pour le faire aujourd'hui. Les modèles, c'est des modèles de formes urbaines différentes, de mixité différente, d'intensification différente. C'est-à-dire comment on habite en centre-ville ou à proximité des centres-villes avec un jardin, comment on habite des densités qui ne soient pas juste subies, mais avec des conforts. Tout ça, on sait le faire. Je veux dire, je ne vais pas remonter simplement à l'exemple qu'on cite toujours, mais quand même assez fondamental de la cité-jardin. On a quand même ce genre de modèle qu'on sait encore aujourd'hui, qu'on pourrait aussi aujourd'hui reconvoquer. Donc je pense que c'est la crise de ces modèles. Parce que les cités-jardins, elles n'ont pas toute bonne presse. Elles n'ont pas toute bonne presse, on cherche même à les démolir, effectivement, en région parisienne en particulier. Donc effectivement, je pense que c'est la crise des modèles, et cette crise des modèles, il faut vraiment l'assumer et en construire d'autres. Alors, je vous ai annoncé tout à l'heure, en tout début de discussion, qu'on va essayer d'avoir un échange un peu dans la continuité avec la salle. Finalement, on a la traditionnelle demi-heure de questions-réponses. Mais tant pis, c'est bien aussi. Alors, peut-être si vous voulez... Il y a tant de choses en fait à dire et qui peuvent vous concerner dans des échelles très très différentes. Depuis des points de vue, je veux dire très très différents. Je crois imaginer aussi la diversité des profils au sein des CAUE
et la diversité des CAUE entre les uns des autres. Mais voilà, si quelqu'un veut soit apporter un témoignage, peut-être une petite réflexion par rapport à ce qui aura été dit sur votre rôle aussi en lien avec les différents acteurs de la conception du cadre de vie, ou peut-être poser une question pour approfondir un petit peu les sujets. Alors je vous invite à lever la main bien haut. Et nous avons une question, troisième rang, premier rang, troisième rang. Alors dans le sens des micros, ça va être plus simple, voilà. Et si vous voulez bien vous présenter, pardon, juste, merci. Oui, bonjour, je suis Caroline Saffray au CAE du Jura. J'ai un profil de gestion documentaire et donc une vision plutôt large des compétences qui sont au sein des CAE. Je travaille sur la valorisation, la capitalisation de la connaissance. Et je dis que vous avez dit créer de la connaissance, il ne faut pas oublier de conserver la mémoire de ce qui s'est fait. Et je ne sais pas s'il reste beaucoup d'organismes et de structures qui ont une gestion un peu des données et de la capitalisation, parce que tout va très vite, les flux vont très vite, on est dans l'événementiel, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier ce socle de connaissances qui fonde aussi après les actions, les enjeux sur lesquels on s'appuie. Je voulais un témoignage, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude, quand même, parce que quand j'ai commencé, j'ai une formation en histoire de l'art, et j'ai complété par une gestion de la documentation, donc j'ai été embauchée comme ça dans mon CAUE. J'ai commencé par appréhender beaucoup d'architecture, puis je me suis intéressée à l'urbanisme, parce que je me suis dit, ouais, l'architecture c'est bien, on raisonne sur les objets, mais ça s'implante dans un contexte, un environnement, un milieu. Donc l'urbanisme me paraissait logique, d'autant qu'on avait plein de lotissements en milieu rural dans nos campagnes. Puis le paysage, la notion de paysage, parce que finalement on s'implante quelque part, et la plus grande chose autour de nous c'est le paysage. Mais je comprends aujourd'hui qu'il faudrait embaucher des hydrologues, des géologues, aller au plus loin, au plus profond, pour vraiment être au cœur de l'action ensuite, par rapport à toutes ces connaissances. J'ai essayé d'être conseillère municipale dans mon petit village en me disant j'aurais peut-être une action quotidienne un petit peu intéressante et peut-être qu'avec mes connaissances, je pourrais agir avec mes collègues de mon village. Mais les politiques sectorielles, le fonctionnement en silo font que les élus, ils n'apprennent pas à travailler autrement que par compétences très limitées, commission environnement, commission urbanisme, commission aménagement, et toutes celles-ci, il n'y a aucun lien entre eux. Donc je trouve aussi qu'il faudrait, à ce niveau politique et administratif des administrations, changer les choses. Et puis enfin, juste pour ne pas être trop long, les réseaux d'élus me semblent pertinents pour aussi que les élus entre eux trouvent du soutien, parce qu'ils manquent de ça, hein, parce qu'ils sont dans la réunionnite permanente, dans les choses très objectives et très rapides à organiser, mais quand ils veulent un peu échanger, je trouve que les réseaux d'élus comme Breded, en Bretagne, ça fait longtemps que ça fonctionne là-bas, ont toute leur pertinence, et nous, les CAE, aussi dans nos modes de gouvernance et dans nos conseils d'administration, on devrait aussi faire injecter. Par exemple, on a la Chambre d'agriculture, mais on n'a pas la Confédération paysanne. Donc on va avoir des conseils d'administration dans la gouvernance qui se neutralisent, et on n'a pas toujours des débats et des pistes d'action possibles ou des orientations, parce que nos modes de faire sont un peu limités dans la représentation de nos associations. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et alors, je suis désolé, j'ai peut-être mes marottes, mais il y a vraiment une question de diffusion aussi, j'ai l'impression, dans ce que vous dites, parce que créer la connaissance et la préserver, préserver la connaissance existante, c'est une chose, mais du coup, c'est à des visées de diffusion, là encore. Et puis, quand vous parlez des différents profils aussi qui sont nécessaires, visiblement, pour entourer les élus, les décideurs sur toutes ces connaissances-là, j'ai l'impression qu'il est encore question de diffuser cette connaissance. Alors peut-être qu'on va pouvoir évoquer cette diffusion, notamment avec les questions, les témoignages suivants. Et si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour, Catherine Ruth, architecte conseillère au CAE de la Meurthe-et-Moselle. Au CAE, pardon, excusez. De la Meurthe-et-Moselle, Nancy, Lorraine. Je l'ai. Ça me va.
Il y a un sujet qu'on a un petit peu abordé, c'est celui des comportements, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Enfin, moi, la question que je me pose, c'est comment s'attaquer aux comportements. En fait, je trouve que dans notre pays, mais on ne doit pas être le seul, on a tendance à vouloir toujours tout raisonner, tout résoudre en faisant abstraction de l'humain. Je vais donner juste quelques exemples. Par exemple, moi, quand j'ai commencé ma carrière au CAUE, ça fait très longtemps, on faisait, je pense qu'on a tous fait ça en CAUE, des aménagements de traverses. Pourquoi ? Pour faire réduire la vitesse des automobilistes. Et moi, à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il fallait 1,5 million € pour faire un aménagement de traverse, j'ai commencé à lever le pied en traversant une commune. Je me suis dit, c'est un peu idiot, ça coûte cher quand même, juste parce qu'à un moment, on ne respecte pas les limitations de vitesse. Alors ça, après, ça a fait des aménagements qui sont aussi vertueux en termes de paysage et de sobriété. Mais je pense par exemple à un exemple comme les réglementations thermiques. Les réglementations thermiques, on fait tout pour rendre performant le bâtiment. On n'a jamais attaqué l'idée qu'on puisse aussi être un petit peu plus résistant au froid. Alors maintenant, on l'attaque sur la chaleur, parce qu'on se rend compte que de toute façon, ça va être compliqué. Donc on dit qu'il faut aussi que l'habitant, l'usager, soit aussi un petit peu plus résistant au chaud. Résistant au chaud, pardon, et aussi diffuser des usages du bâtiment. Alors c'est ça aussi, on peut aussi imaginer que selon les saisons, on n'habite pas tout à fait pareil nos locaux. Et je prends pour exemple la ville de Rosny-sous-Bois, qui, je pense que c'est un exemple qui est pas mal connu. Non, pardon. Non, du tout. non, du tout, en Ile-de-France. On est en Seine-Saint-Denis. Où à un moment donné, la ville a fait des bâtiments qui étaient un petit peu qui étaient même très performants d'un point de vue thermique, mais ils se sont rendus compte que peut-être s'il faisait très très froid, ils n'arriveraient pas quand même avec les systèmes à atteindre les 19 degrés. Donc ils se sont dit, mince, alors comment on peut faire ? Ils avaient déjà placé des moutons pour tondre les espaces verts. Ils se sont dit, on a aussi des mamies qui tricotent. Si on leur donnait la laine, peut-être qu'ils pourraient faire des gilets pour les élèves. Enfin, voilà. Donc, on voit bien que quand même, si on pousse un petit peu la question du comportement, et on parlait du ZAN, moi, il se trouve que l'année dernière, j'ai accompagné beaucoup de collectivités sur leur salle des fêtes, leur salle polyvalente, et c'est vraiment poser la question du ZAN. C'est bien évident qu'il faut construire une salle à la périphérie de la commune, parce qu'une salle des fêtes, ça a des nuisances sonores. Et donc, moi, je l'ai pris pour acquis, c'est les usagers qui le disent. Sauf qu'il se trouve que j'ai eu 3 communes qui ont proposé de réhabiliter leur salle des fêtes à l'intérieur du cœur de village. Et là, c'était même des élus qui étaient riverains qui disaient oui, non, mais ça va, ça fait un petit peu de bruit le temps d'une fête, mais bon, ça va, c'est supportable. Voilà. Donc, la question, par exemple, du ZAN, c'est aussi la question de comment je tolère aussi les nuisances du vivre ensemble, comment je résiste au bruit. Et ça, je crois que c'est vraiment un vrai problème de comportement. Comment on peut faire changer cette tolérance à l'autre, que parfois tout ne soit pas parfait. Et ça, je n'ai pas de réponse, mais je crois que c'est quand même un gros chantier. Faire changer les comportements, je pense que vraiment on va y revenir, peut-être Anne-Sophie si vous vouliez, je crois qu'Alain Charrier va aussi réagir, mais il y a un enjeu de médiation, j'ai l'impression, j'ai peut-être encore une fois mes obsessions là-dessus, mais je pense que ça serait intéressant de voir aussi comment vos structures de médiation, le CAUE, les CAUE, les maisons de l'architecture, aussi ont leur rôle à jouer dans cette médiation-là. Peut-être juste avant Alain Charrier, parce qu'il y a une double réaction aux deux. Alors déjà sur les élus, c'est vrai que les élus, des fois travaillent en silo, mais pas tous quand même. Si ça marche. Oui, ils travaillent aussi en collaboration. Et puis je crois qu'à un moment, les élus aussi, ils se forment. Et les CAUE ont un réel rôle de formation. Je veux dire, très régulièrement, on fait des formations sur un certain nombre de sujets, des sujets qui sont souvent demandés par les élus, de façon à ce qu'ils puissent progresser. Et donc là, on est là dans notre rôle de formation. Puis moi, je voulais revenir aussi sur ce que vous dites. L'usage, oui, mais l'usage, il faut qu'il soit partagé. Et avant de faire un projet, il faut le partager avec ses concitoyens. Si un élu, effectivement, fait une salle des fêtes en plein centre-bourg sans avoir demandé l'avis de ses concitoyens, il va forcément à l'échec. S'il y a une vraie médiation... Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une manière de le demander aussi. Parce oui, que... non, mais je parle de vraie médiation, c'est-à-dire un projet qui soit porté. Moi, je vais prendre un exemple, je vais complètement sortir de ça, enfin de la construction. L'exemple des traversées de centre-bourg. Souvent, les élus nous disent il faut une rocade. Une rocade parce qu'il y a tout le monde qui passe et c'est terrible. Et puis, une rocade, déjà, c'est bouffer des terres, enfin, on va revenir là-dessus, et puis...
C'est vrai qu'il y a des voitures qui passent, mais pas tant que ça. Et on a, avec le CIE de la Charente et la Gironde, on a un programme, c'est Jardiner la rue. Et on s'est rendu compte qu'en redonnant la rue aux habitants, en les faisant participer sur ces programmes-là, en retravaillant les trottoirs, les rues, on a supprimé un certain nombre de voitures qui passaient dedans. Ça a pu permettre de réélargir les trottoirs. Ça a permis de limiter la circulation. Et quand on prend la photo 5 ans avant et qu'on fait la photo 5 ans après, la rue a complètement changé. C'est toujours le même village, c'est le même endroit. On a l'impression qu'on n'est plus au même endroit. Ouais. Alors, le commerce local, s'il y en avait, il a pu repartir. Il a pu au moins se maintenir, voire des fois repartir. Mais c'est vrai que c'est complètement différent. Et là, qui est-ce qui jardine la rue ? C'est pas la commune qui le fait. C'est les habitants. Bingo, on fait des économies en plus. Non, mais c'est les habitants parce qu'ils le font avec leur sensibilité. Alors, les économies, oui, mais on les aide. Et puis, on n'est même pas sur l'économie. On est simplement sur l'usage qu'on a redonné aux gens. Et c'est ça qui est important. Et je crois que si on veut on parlait de sobriété, mais si on veut que la sobriété, elle soit effectivement bien vécue, et si on veut qu'elle soit heureuse, parce que je pense que la sobriété, il faut qu'elle soit heureuse aussi, mais il faut qu'elle soit partagée, et partagée par tous. Et c'est pas en l'imposant qu'on va forcément rendre la sobriété heureuse. Alors Anne-Sophie Kerr, je ne sais pas si c'est le moment où on commence à dévoiler quelques exemples aussi, ou alors peut-être plus largement. En tout cas, j'ai l'impression que la médiation est au cœur de ces témoignages-là, mais finalement de toute la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, à savoir, on a de la connaissance, peut-être qu'elle nécessite d'être un petit peu mieux mise en réseau. En tout cas, on a de la connaissance, on a des volontés, on a les bons interlocuteurs, mais peut-être qu'on a besoin de ces interfaces que sont les maisons de l'architecture, que sont les CAUE pour mettre en lien de ça, pour diffuser tous ces savoirs-là. La question de l'échelle a été donnée aussi avant par Patrick Henry, c'est-à-dire que comment toucher tout le monde, comment conscientiser tout le monde et comment surtout nous amener à vivre différemment notre statut de vivant dans des milieux habités, partagés, ou reprendre conscience que nous partageons nos milieux, nous ne sommes pas seuls. Et finalement, cette prise de... L'éducation à la conscience, elle doit aussi passer par... elle ne peut pas passer autrement que par l'émotion. Donc sans être catastrophiste, à mon avis, il faut réintégrer plus de philosophie dans l'enseignement primaire et secondaire, parce que ça n'existe pas, et de l'architecture aussi, mais pas enseigner l'architecture, mais en tout cas utiliser l'architecture comme un vecteur ou comme un vecteur d'enseignement, de citoyenneté, de cadre de vie, de milieux habités, et que finalement, aguerrir à l'espace dans lequel on vit, ou en tout cas au potentiel auquel doit répondre l'espace dans lequel on vit, c'est aussi nous remettre dans un rapport au monde anthropocosmique et qu'on a complètement perdu. Alors la médiation, alors je ne sais pas si je peux donner des exemples maintenant, mais alors que ce soit des actions pédagogiques, mais aussi envers des habitants et des élus, il existe ce qu'on appelle les résidences d'architecture. Il n'y a pas que le réseau des maisons qui en porte, il en existe beaucoup depuis pas mal d'années, mais en l'occurrence, nous au réseau, on en emporte maintenant depuis 4-5 ans, et on n'a pas chaque année, une dizaine, voilà, parce qu'on n'a pas les moyens pour en faire beaucoup plus, en tout cas pour en faire des qualitatives. Et l'idée, c'est de retrouver la notion du temps, non pas de conception, mais du temps de dialogue en amont d'une décision politique, en amont de la décision d'un projet. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, que ce soit architecte, urbaniste, paysagiste, etc., on se retrouve confronté à des cahiers des charges ou à des décisions qui ont été prises sans concertation préalable, et parfois, il manque énormément de recul ou de temps pour ces décisions. Donc la résidence, c'est un dispositif qui est intéressant. Et pourquoi ? Parce que des architectes... pas tout seul, ils créent une équipe pluridisciplinaire, que ce soit avec des paysagistes, des cinéastes, des dessinateurs, des chorégraphes, des philosophes et autres, et ils partent 6 semaines dans un territoire. Ils répondent finalement à une question qui a été posée, et la question posée, en fait, elle a été, c'est le résultat d'une concertation entre une maison d'architecture, c'est-à-dire une maison dont les actions sont justement la médiation, des élus, parfois DRAC, CAUE, etc. Et de poser la question dont le territoire attend des réponses. Et ces architectes qui partent avec leur équipe restent 6 semaines et ils ne font pas un projet. Ils se posent des questions qui vont permettre de semer des petites graines, et parfois ça va prendre 6 mois, non.
Et aujourd'hui, là, vous savez tous qu'aujourd'hui, suite au Covid, etc., c'est de plus en plus difficile pour les associations de lever des fonds, de trouver des moyens. Donc on s'est dit, profitons d'une année un peu blanche pour faire un bilan. Surtout comprendre ou pouvoir expertiser le retour de ces résidences. Parce que le retour, il n'est pas immédiat, il peut prendre 6 mois, 1 an. Donc là, on travaille avec les 2 maisons pilotes. Donc c'est une maison territoire pionnier à Caen et la maison Pays de la Loire à Nantes. Et une enseignante-chercheuse qui a fait pendant plusieurs mois un travail de recherche sur ce que sont les résidences d'architecture. Et on n'est pas les seuls à en porter. Ce qui est important de voir, c'est que depuis 2-3 ans, les sujets émanant de ces résidences ont complètement changé. Et j'y fais écho parce qu'il y a la question du sol qui a émergé, c'est-à-dire de réfléchir aux usages possibles des sols, de retrouver des sols fertiles, etc., de dynamiser aussi l'écotourisme par l'architecture. On en revient à l'architecture comme vecteur aussi. Et à un moment donné, il a été évoqué la question aussi de la mémoire, en tout cas de comment... je pense qu'aussi dans la question, je fais un petit écart, mais la sobriété... pour revenir à du sens dans la construction aujourd'hui, parfois, il faut réveiller des savoirs oubliés, réveiller des savoir-faire. Et là, on rejoint la question de la résilience aussi, qui est importante. Et donc, juste pour terminer avec ces exemples, j'avais 2 petits exemples qui me paraissaient intéressants. C'est que tout récemment, il y a eu une résidence en Franche-Comté, justement sur un... Je terminerai avec cet exemple. En Franche-Comté, sur le campus de l'université en périphérie de Besançon, un campus universitaire, il y a énormément d'espaces engazonnés qui ne servent pas à grand-chose. Et donc, les résidents de la maison de Franche-Comté sont partis plusieurs mois, à plusieurs reprises, faire des actions pour réfléchir à comment refertiliser ces sols et que les habitants, et pas seulement les étudiants, se les réapproprient et leur donnent une nouvelle vie. Et donc, c'était pour eux une manière de travailler à des questions d'économie circulaire, de développement local, etc. Et tout ça à partir d'un sol foncier qui redevient une terre. Et je précise que toutes ces résidences, on en voit quelques exemples dans le livre, on va le représenter à nouveau, Transaction. On peut voir aussi, alors c'est parfois un peu, évident de... Voilà, merci beaucoup Valérie Charolais. C'est parfois un peu évident de renvoyer au site web, mais pour le coup sur le site web du réseau des maisons d'architecture, je précise que voilà, on a les retours de toutes les résidences et ça donne des idées très concrètes sur ce que sont ces médiations-là et quelles formes elles peuvent prendre. On a encore quelques minutes d'échange. Oui. Vous allez poser des questions, intervenir, donner des témoignages. Bonjour. Si quelqu'un a un exemple aussi, si ensuite quelqu'un peut raconter comment vous portez cette voix-là auprès des différents acteurs, je pense que ça pourrait... Alors j'allais dire nourrir le débat, même s'il s'agit plutôt là de le conclure bientôt, mais voilà, je vous laisse la parole. Alors. Merci. Moi je voulais revenir, donc Catherine Dumas, directrice du CAE de la Meuse et conseillère municipale dans mon village de 150 habitants. Je voulais revenir sur la question de la diffusion de la connaissance. Alors en pédigré, pour dire, je connais bien ce monde-là, je suis docteur d'université, j'ai travaillé 10 ans en agence d'Urba, donc voilà, j'ai d'abord vécu dans le Finistère, donc j'ai d'abord vécu dans un monde de la connaissance et de la diffusion, et en arrivant comme directrice du CAE de la Meuse, j'ai découvert ce que c'était que les territoires d'hyper-ruralité abandonnés. Et là, pour le coup, il n'y a pas de fabrication de la connaissance, il n'y a pas de diffusion de la connaissance. C'est-à-dire que les territoires ne sont pas en capacité de produire de la connaissance. Il n'y a absolument aucun observatoire. Voilà. Donc, on n'a que des visions en fait, du ressenti, de la pratique, mais absolument pas voilà, de données chiffrées. C'est très compliqué de travailler dans ces domaines-là. Il n'y a personne pour la rassembler, il n'y a personne pour le faire. Tout se passe dans les villes, en fait. Voilà. C'est-à-dire dans les territoires hyper gros, ça ne se passe pas. Et puis, la question de la diffusion, c'est-à-dire que le monde de la production intellectuelle reste dans les villes et ne vient pas dans la ruralité. Donc, effectivement, les CAE, on est un peu les seuls chantres, en fait, à porter ces domaines-là. De ce point de vue-là, on est très implanté sur notre territoire. C'est une chance. On a une grande confiance avec les élus. Mais on voit qu'on part de très loin, en fait. C'est-à-dire que les discours, aujourd'hui, c'est très difficile de sortir de la voiture. C'est très difficile, en fait, de sortir aussi de la construction, toujours. Hein. Là, je suis arrivée il y a 5 ans, 65% des communes en RNU. Ils sont obligés maintenant de rentrer dans les PLUI, donc il y a la moitié des territoires. Et en fait, finalement, moi, ce que je me rends compte, c'est que la diffusion de la connaissance arrive en fait par la contrainte réglementaire du PLUI et par des bureaux d'études. Et c'est difficile, ça passe plus difficilement, du coup, ça ne passe que par la contrainte. Très bien. Voilà. Alors, néanmoins...
Néanmoins, ce que je vois aussi, c'est que la population se sensibilise. Je suis assez étonnée, en fait. Comme on est dans la ruralité, on voit beaucoup plus, je pense, peut-être que les urbains, la question du changement climatique. Et donc, ils sont très sensibles, effectivement, à la sécheresse, à la chaleur, le manque de neige, qui est flagrant dans le Grand Est, et puis à la question des inondations, et donc des ruissellements et de la dégradation des sols. Donc là, moi, je trouve que c'est de la part de la population qu'il y a une forte prise de conscience. Et les élus ont un petit peu de mal à s'y mettre. Voilà. Et on va voir après deux témoignages. On terminera par Valérie Charolais. Peut-être juste, excusez-moi, un dernier mot sur comment justement dans le CAE de la Meuse, si on peut juste vous redonner le micro, qu'est-ce que vous attendriez dans le CAE de la Meuse pour faire mieux porter ces discours-là? C'est d'autres structures de sensibilisation? Vous êtes un petit peu seul au milieu de tout ça? Ou alors, vous, dans votre structure, vous avez la volonté et les moyens de diffuser, mais peut-être un appui plus fort, je ne sais pas, des communautés de communes Alors, j'ai une équipe qui est à fond sur la sobriété, donc nous, on porte le message tout le temps. Voilà. Et de ce point de vue-là, on porte tous la même valeur. Après, c'est la difficulté, effectivement. Bon, la maison d'architecture, clairement, elle est absolument absente, quoi. Ils ne travaillent que sur Nancy. Je suis désolée, ils ne travaillent que sur Nancy et que sur Metz. Et ils ne viennent jamais sur les territoires ruraux. Cette année, j'étais fière. Ils sont venus pour la première fois à notre trajet parce qu'on l'a fait dans une ville le plus près de Nancy. Voilà. Une ville 1500 habitants, pardon. C'est une grosse. Voilà. Bon. Et donc, mais je l'ai bien vu. Je veux dire, si je fais mon AG ailleurs, ils ne se déplacent pas, quoi. Donc, il y a cette difficulté-là, effectivement, que de la non, mais en tout cas, on parle de l'AMA, ça veut dire en tout cas plus largement des structures. Ça manque de structures. Et puis, ils ne sont pas sur ces sujets-là. Ils sont que sur des sujets de façon urbaine. Donc, je ne les cherche pas trop non plus. Mais qui sont nécessaires aussi, j'imagine. Donc, il faut plus de monde. Non, ils sont sur des sujets de la culture architecturale, qui n'est absolument pas notre sujet. Voilà. Ça n'existe pas chez nous. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Valérie Charolais, ça va? Peut-être on termine par vous comme ça. On a juste un témoignage là-haut et comme ça vous aurez peut-être un rôle un peu conclusif aussi par la même occasion. Et alors comme ça on peut peut-être... Ah pardon, du coup Ah mince, j'ai pas été clair. Non, je me disais peut-être qu'on pouvait laisser le témoignage là-haut et comme ça votre témoignage, Valérie Charolais, serait celui d'une conclusion. Et peut-être si avant... parce qu'il y avait une autre personne qui voulait intervenir. Est-ce qu'on peut lui donner la parole d'abord? Et voilà, comme ça Valérie Charolais, vous aurez un témoignage conclusif. Oui, il n'a pas plus de mal. Et une paysagiste après. Alors, Madame Anvers, une paysagiste, et vous, Valérie Charolais. Pardon, je suis pas très clair sur mes propositions. Bonjour, vous m'entendez? Je suis la Madame Anvers. Je suis aussi Sabine Guittel, directrice du CAE de l'Eure, Évreux, porte de la Normandie. Nous travaillons beaucoup en ce moment sur la transformation d'espaces en friche, dans l'Eure, à 100-150 km de Paris, donc dans des territoires ruraux en déprise. Et je voulais revenir sur la question. Il y a un des intervenants qui a parlé du piège dans lequel on était aujourd'hui quand on habitait cette terre, et parce qu'on est toujours en train de faire des choses contradictoires par rapport à l'objectif qu'on cherche. Et écrire une tribune écologique de Pierre Macintosh. J'ai noté la phrase qui me semblait plutôt assez... Et nous, je trouve que le piège, enfin la difficulté pour les CAE, je rebondis sur ce que vient de dire Catherine, dans les territoires ruraux, c'est on nous demande des résultats, des réponses immédiates sur des questions tout à fait légitimes que se posent des élus sur leur attractivité, leurs équipements, la mobilité, etc. Et cette médiation ou cette diffusion d'autres manières de faire possibles qui, elles, prennent du temps. Parce qu'il faut changer de logiciel, il faut changer de mode de faire, et que les modèles, comme ils sont pas... nos modèles sont à changer, c'est toujours compliqué de proposer une autre manière de faire quand le modèle il n'est pas huilé comme celui qu'on a connu depuis l'après-guerre, et notamment celui de l'étalement urbain. Donc on est dans cette difficulté dans les réponses à apporter, et c'est là où je rebondis sur l'expérimentation, parce que du coup nous expérimentons la transformation de ces espaces en déprise, et je prendrai un exemple, puisque vous demandez un témoignage, que j'ai présenté au cours de ces universités. C'est celle d'un bourg qui a 3 hectares de friche industrielle, qui est complètement désindustrialisé, donc qui se pose des questions sur son attractivité. Et donc, il y a 5 ans qu'on a commencé à l'accompagner sur la transformation de ces friches qui sont en plein centre-bourg.
Et au début, on était sur mais comment on trouve une occupation à ces friches, une nouvelle occupation que celle qu'elles ont eue dans le passé. Et finalement, il nous a fallu 5 ans, mais parce que l'élu était prêt à... Enfin, on lui a aussi donné envie de réfléchir. Mais c'est aussi avec ces CAUE, établissements publics fonciers, interco, conseil départemental. Donc c'est tout un système d'acteurs et puis aussi un travail avec les habitants et les acteurs du territoire que finalement au bout de 5 ans on se dit stop, en fait on n'a pas besoin de trouver, on n'en est pas à trouver aujourd'hui une nouvelle occupation pour ces friches, on est juste à réfléchir à ce que sont ces friches, donc à partir du sol et de l'aménité qu'offre cette friche dans ce village et à reconsidérer le développement de ce village dans une ambiance qui n'est pas celle de la croissance, mais plutôt celle du bien vivre à un endroit donné en partant de juste ce qu'il offre pour offrir un cadre de vie qui participera du bien-être de ses habitants et peut-être de l'attractivité de ce bourg, mais une attractivité complètement renouvelée. En tout cas, c'est l'expérimentation qui permet de valider ça, quoi. Je voulais dire que l'expérimentation dans ces territoires ruraux, elle permet aussi d'enclencher des dynamiques et que je suis d'accord que des expérimentations avortées, ça fait moins bien que... Enfin, ça a fait de faire 3 pas en arrière parce que tout le monde dit « Ah, qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer là ?» Mais je voulais dire ça, mais que... Et à l'inverse, quand ça fonctionne, c'est le meilleur des vecteurs de diffusion. Il y a cette question du temps long qui nous rattrape parce qu'on nous demande, et nous, enfin, on est tous soumis au versement d'une taxe d'aménagement et à un financement par les élus, par le conseil départemental, qui nous demande des résultats. Et du coup, les résultats sur la transformation d'espace en déprise, c'est pas en 1 an ou en 2 ans, c'est en beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup pour ce témoignage. On en a un dernier avant de donner la parole, juste après, à Valérie Charolais. Je crois que c'est une personne, un paysagiste qui intervient. Je suis vraiment désolé de vous demander à vous spécifiquement d'être assez concise, si vous le voulez bien. Je vais être concise, je vais être rapide. Merci beaucoup. Marina Seri, paysagiste au CAUE du Val d'Oise. On a vu hier que les paysagistes étaient de plus en plus représentés à travers les CAUE, ce qui est une bonne nouvelle, car nous travaillons effectivement sur toutes ces questions de contexte paysager, de géographie, d'anthropologie aussi, liées à l'histoire des lieux et à l'écologie des sites. Et je voulais aussi ajouter que l'aspect médiation fait aussi partie des formations des écoles de paysage. On est très vigilant sur la transformation des paysages, puisque c'est le propre de notre métier, à travers une mission concrète, par exemple, comme l'Observatoire photographique des paysages de la vallée de la Seine sur laquelle nous travaillons. La question de la sobriété, elle est intégrée dans notre CAUE depuis longtemps, puisque au sein même de notre équipe, nous avons une paysagiste et une conseillère en environnement. Et nous sensibilisons différents publics sur ces sujets, les questions environnementales. Je voulais parler aussi on en a parlé un peu tout à l'heure via les friches ou d'autres types d'espaces, mais effectivement pour la qualité du cadre de vie, l'espace public, qui est quelque chose effectivement d'important, avec la question de la dépendance au pétrole, que je voulais souligner également, sur, par exemple, qui joue sur les mobilités actuelles. Donc il y a toute une réflexion par rapport à cette dépendance au pétrole qui me semble important, qui fait aujourd'hui pas mal nos paysages, et comment justement arriver à engranger une transformation beaucoup liée finalement aux énergies qu'on pourra utiliser dans ces paysages et qui vont créer sûrement d'autres types de paysages. J'ai bientôt fini.
mais également à plus petite échelle, si on va vraiment à l'échelle très proche de la gestion, avec les services espaces verts, par exemple, avec lesquels nous travaillons régulièrement, il y a beaucoup des questions liées effectivement à cette question du pétrole et l'utilisation des outils pour les différents modes de gestion. Donc les questions des modes de gestion qui sont en train d'évoluer aussi au sein même des territoires. Et en descendant sur la dernière échelle, macro, avec l'échelle des sols dont vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé de sols fonciers, les sols vivants aussi, avec par exemple des outils comme la trame verte et bleue, que les CIE connaissent bien. Trame verte, circulation des espèces sur les espaces verts, forêts, etc. Et trame bleue, plutôt liée à l'eau. Mais il y a également la trame marron, qui est la trame des sols pour la circulation des espèces qui sont présentes dans les sols. Voilà, j'en ai terminé pour mon intervention. Merci. Mais merci beaucoup et merci pour ce témoignage effectivement qui rappelle aussi, évidemment, je suis vraiment désolé pour la dernière question, on va pas avoir le temps hélas, je vois qu'il y en a beaucoup là-haut, je suis vraiment désolé. Mais je crois qu'on a de quoi prendre un petit pot après et on continue de discuter de manière informelle et nos intervenants restent avec nous. Peut-être la dernière intervention, je voyais tout à l'heure, Valérie Charolais, que vous leviez la main, alors je me dis, peut-être en dernière intervention, ça pourra faire office de propos conclusifs. Alors, je ne sais pas si... Initialement, elle n'a pas du tout un caractère conclusif. Moi, je voulais dire simplement que c'est un apport et une question. Un apport entre guillemets, hein. Mais derrière la transition écologique, à mon sens, il y a forcément transition économique. Et je pense que la sobriété, on le voit dans les CAUE, ça fait peur aussi, parce que, bien évidemment, c'est faire mieux avec moins, c'est faire autrement, mais c'est quand même faire moins. Et il y a un non-dit derrière qui est faire moins, ça peut être une menace pour l'emploi. Donc, ma question, c'est, est-ce qu'en termes de philosophie, je m'adresse peut-être plus à M. Macalbet, est-ce qu'on pense cette transition économique en lien avec cette transition écologique? Est-ce qu'il y a là des références que vous pourriez nous donner? Et si je parle de la pratique des CAUE, on flirte un petit peu avec l'économie dans les CAUE, c'est-à-dire qu'on a des CAUE qui travaillent aussi et qui prennent en compte l'importance, en fait, si on veut changer nos pratiques, je pense rien que les matériaux biosourcés aujourd'hui, la filière n'est pas du tout créée. Donc le rôle des CAUE aussi, c'est simplement de ne pas apporter la solution, mais de mettre autour de la table tous les acteurs, c'est-à-dire ceux qui vont travailler le SOJ, ceux qui vont passer des commandes, ceux qui vont répondre à des commandes avec des pratiques et des matériaux nouveaux, etc. etc. Donc je voulais aussi apporter ces interventions de CAUE qui questionnent la globalité d'un écosystème en flirtant avec l'économie. Donc on essaye aussi d'intégrer ces acteurs de l'économie, mais ce n'est pas seulement l'économie de l'architecture, hein, c'est aussi l'économie de l'urbanisme, je pense à l'économie commerciale autour de l'urbanisme, etc. Donc voilà, on a aussi un réseau qui s'intéresse à ces notions de filières qui vont participer à faciliter cette transition. Donc si M. Michael Abbé a une petite bio à nous conseiller... D'autant que c'est vrai que je crois que ça fait partie de... Vous l'avez pas exactement dit tout à l'heure, mais je sais qu'on en avait un petit peu parlé en préparant cette discussion. Ça vous parle, vous, en fait, cet enjeu économique? Oui, prenons-le à bras-le-corps, parce que c'est aussi ça qui va convaincre tout un tas d'acteurs. Oui, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a une des crispations autour des questions écologiques et de ces modèles de transition qu'on peut appeler sobriété, frugalité, etc. C'est l'idée qu'il y aurait là... c'est les Amish, quoi. C'est le modèle Amish cher à notre président, qui sont des gens très bien, les Amish d'ailleurs. Ils ont compris beaucoup de choses auxquelles on devrait revenir sans aucun doute. Mais voilà, cette idée que ce serait immédiatement la décroissance, l'anti-économie, etc. Or, il faut quand même bien comprendre que ce qu'on appelle, nous, économie, c'est-à-dire une économie de marché basée sur la recherche du profit, l'accumulation, etc., c'est des trucs très récents. Hein. C'est des choses qui se sont inventées dans un tout petit coin de l'Europe occidentale à un moment donné. Et donc, on a fait de l'économie autrement, sous d'autres formes, depuis le départ. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut montrer que la sobriété, c'est un rapport économique. C'est une économie basée autour, peut-être, davantage des besoins que du profit, etc. La sobriété, c'est quoi? C'est avoir un usage raisonné d'une ressource.
Et c'est ça, au fond, l'idée. Et je pense que c'est très important, cette idée-là, de voir qu'on a compris qu'on était sur un sol, sur une terre, qu'il y a des limites planétaires, que les ressources sont rares. Si je cite encore les grands auteurs, c'est la fin de l'abondance, etc. Mais voilà, on est dans un monde limité de ce point de vue-là. Et donc notre rapport économique au monde, c'est-à-dire comment j'entre en relation avec le monde par mon travail, ma consommation, la production, etc., c'est un rapport économique de sobriété, mais qui, dans toutes les économies de subsistance paysanne dans le monde entier, etc., était une chose évidente. Donc on l'a désappris, quoi, toutes ces choses-là. Donc il y a évidemment de plus en plus de références aujourd'hui qui essayent d'articuler cela, mais je ferai une micro-prescription après. Merci, Michael Labbé. On arrive à la fin. Voilà, finalement, on a dû aller un petit peu vite sur la partie des exemples. Hein, je vous prie de m'en excuser. Finalement, ils sont venus en grande partie de vous et je vous en remercie vivement. J'espère qu'on a pu donner quelques pistes, voilà, pour qu'on ait tous en tête aussi quelques guides pour entraîner avec nous tous les acteurs de cette conception du cadre de vie dans la sobriété que l'on souhaite. Visiblement, on note, et vous l'aurez compris, personnel, j'ai les yeux très forts rivés là-dessus, l'importance de la diffusion de tous ces sujets-là, de toutes ces pratiques-là, l'expérimentation également, combien elle peut aussi participer à convaincre, et finalement les résidences, après tout, dont celles portées par les maisons d'architecture, sont aussi une manière d'expérimenter pour convaincre. Je retiens également, j'ai envie de le retenir en tout cas, que la place des acteurs commence peut-être petit à petit à évoluer par le biais des étudiants notamment qui seront les maîtres d'œuvre de demain, peut-être avec les élus aussi si une certaine conscience commence à se diffuser et comme je disais tout à l'heure pour les étudiants qu'il n'y a pas un étudiant unique et indivisible, j'imagine bien que concernant les élus aussi, il y a beaucoup de manières d'envisager les mandats. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie de me raccrocher à ça pour terminer sur une petite note d'optimisme. Je vais laisser à nouveau la parole à Carole Pezzoli. J'en profite pour la remercier pour voilà, toute l'aide sur la préparation de ces discussions. Et puis voilà, merci beaucoup. Je vous remercie à tous. Et on va regagner nos places. Je vais vous inviter à reprendre place et puis à poursuivre les discussions lors du moment de collation pour accueillir Madame la préfète de région Grand Est, Madame la préfète du département du Bas-Rhin, de la zone de sécurité et défense Est, Madame Josiane Chevalier. Je voudrais tout d'abord remercier Madame la directrice adjointe de l'école d'architecture de nous recevoir. Saluer évidemment le président du CAUE d'Alsace, Madame la directrice du CAUE. Si vous le permettez, un salut tout particulier à la directrice du CAUE des Yvelines, avec qui nous partageons 2 petits-enfants. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Vous aurez tout de suite compris ma sympathie pour les CAUE, mais qui ne date pas de cet épisode familial. Je voulais vous dire que j'étais d'abord très heureuse que vous ayez choisi Strasbourg pour tenir ces universités d'été. C'est une capitale européenne. Vous avez pu apprécier la qualité de l'architecture, son histoire, mais peut-être aussi, je l'espère pour vous, sa gastronomie. J'allais dire que vos universités d'été, elles arrivent au moment d'une actualité toute particulière pour le Grand Est, puisqu'hier, avec Franck Leroy, le président du Conseil régional, nous avons lancé notre COP territoriale en déclinaison de ce que souhaite la Première ministre et le gouvernement, avec ce concept de Grand Est région verte, en déclinaison de France Nation verte, en présence d'Antoine Peillon, le secrétaire général à la planification écologique, qui est vraiment quelqu'un de passionnant. Il avait déjà animé un séminaire des préfets et il nous a semblé tout à fait utile qu'il vienne remettre en perspective tout le travail que nous réalisons. Et j'étais très intéressée par vos réflexions sur la sobriété, puisque la sobriété est vraiment au cœur de cette réflexion.
Il y a évidemment le sujet du réchauffement climatique. Il est là. À titre d'exemple, lundi, nous aurons 35 degrés à Strasbourg. Donc, pour ceux qui en doutaient, le réchauffement climatique, il est vraiment là, mais j'allais dire aussi le dérèglement climatique. Quand on est préfet, on est amené à gérer des crises, et le dérèglement climatique, il est profond. Il nous amène à gérer des phénomènes nouveaux, les tornades, des inondations, des feux de forêt. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent dans le Grand Est. Et là, nous sommes confrontés depuis 1 an à des feux de forêt conséquents. Donc ce dérèglement climatique, il touche vraiment tous les territoires. Et puis on a ce sujet de la sobriété. La sobriété au niveau évidemment de l'utilisation du sol, c'est ce fameux ZAN qui a fait l'objet hier d'un accord au niveau de la commission mixte paritaire. J'étais avec des sénateurs ce matin qui m'ont donné les derniers éléments pour amener quand même un peu de souplesse, notamment par rapport aux territoires ruraux. Il y a ce sujet de l'eau. Ce sujet de l'eau, nous sommes en phase de sécheresse à peu près partout, y compris ici. Cela nous amène à prendre des mesures parfois impopulaires, à avoir des discussions parfois difficiles, mais quand on est préfet, on est là aussi pour prendre des décisions courageuses. Et puis il y a ce sujet, bien entendu, de la biodiversité. Donc tout ça nous amène tous à nous adapter. Et j'ai entendu dans les discussions la nécessité d'embarquer tout le monde, la société, les entreprises, les agriculteurs. Et vous, les CAUE, vous avez une place irremplaçable. Et ça ne date pas d'hier. Dans un partenariat étroit avec l'État, je sais votre implication au niveau des collectivités, au niveau des particuliers aussi, puisque vous avez aussi un rôle de conseil, mais vous avez un rôle aussi qui est très important au niveau de la formation et de la diffusion de la connaissance. Et dans cette transition écologique, dans cette planification écologique que nous allons décliner au niveau du Grand Est, c'est bien à partir des territoires que les solutions vont se construire. Et je parle à côté d'un maire qui sait de quoi je veux parler. Il n'y a pas un endroit dans le Grand Est où il n'y ait pas cette prise de conscience. Je peux vous l'assurer. Toutes les intercommunalités se sont emparées de ce projet. Et il existe dans cette planification écologique une volonté d'embarquer, mais aussi de planifier et de donner de la visibilité au niveau des dispositifs d'accompagnement de l'État. Il y a bien sûr les politiques contractuelles que vous connaissez déjà, Petite Ville de demain, Cœur de Ville, et bientôt Village d'avenir. Village d'avenir, c'est un concept qui est né dans le Grand Est, dans les Vosges, de la volonté du président de l'Association des maires ruraux de France, qui lui-même donne l'exemple dans sa commune. Et donc, il y a cette volonté de faire en sorte qu'il n'y ait aucun territoire oublié. J'entendais la directrice du CAE de la Meuse. Attention au discours qui est porté aussi aux termes qui sont employés. Il ne faut pas laisser croire que la ruralité est oubliée. Elle ne l'est pas. Il y a eu l'agenda rural. Il y aura cette politique des villages d'avenir. C'est vrai que cette petite musique de l'abandon des territoires ruraux est assez préjudiciable. Il y a aussi les friches, je l'ai entendu. Les friches sont devenues une richesse, un vrai potentiel, à travers notamment le nouveau dispositif financier qui est le Fonds vert, qui est un véritable succès partout. Dans le Grand Est, nous avons bénéficié de 165 millions d'euros. Il y a déjà 100 millions d'euros engagés. C'est dire que tous les territoires se sont saisis de ce fonds vert. Et les friches vont permettre, justement, dans le cadre du ZAN, d'offrir de nouvelles perspectives de développement. On a aussi de beaux exemples à Mulhouse, la friche DMC, où il se passe des choses extrêmement intéressantes. Et ce fonds friche, ce fonds vert, qui va être pérennisé, il faut vraiment, là aussi, que les territoires s'en saisissent comme des leviers. Il y a aussi beaucoup d'expérimentations, vous l'avez dit dans vos tables rondes. Je pense notamment aux démonstrateurs Ville Durable
je disais à Madame la directrice adjointe de l'école d'architecture, il y a une expérimentation sur Strasbourg au niveau du port du Rhin avec tous les acteurs. Et je pense que les CAUE, les écoles de formation ont vraiment leur place. Parce que ce qui m'a frappé hier, au niveau des débats qui ont eu lieu aussi dans le cadre de tables rondes, c'est la réflexion des jeunes. La réflexion des jeunes qui nous ont dit hier, mais on vit dans un monde anxiogène, c'est vrai, il y a eu la crise Covid, qui a été quand même très marquante, en particulier pour les jeunes et puis pour les très âgés. Derrière, il y a eu la crise en Ukraine, la guerre à nos portes. Et les jeunes entendent maintenant parler de décroissance. Il vaut mieux parler de sobriété et de se dire, en fait, on va vivre dans un monde plein de risques, mais aussi plein d'opportunités. Vous avez évoqué le sujet de l'emploi, mais la transition écologique offre beaucoup de nouveaux emplois, parce qu'on a 2 piliers, vous le savez bien. Le premier, vous allez y participer, c'est celui de la rénovation énergétique. Partout, il va vraiment falloir mettre l'accélérateur sur ce sujet. Et le deuxième sujet qui est très producteur de gaz à effet de serre, c'est celui des déplacements. Là encore, on est en pleine réflexion sur notre contrat de projet État-région sur les mobilités. Il y a cette contractualisation, mais il y a beaucoup d'appels à projets et il y a aussi beaucoup de possibilités qui vont être ouvertes avec l'éco-contribution dans le Grand Est. Voilà, donc il faut vraiment se saisir avec détermination de ces sujets. Vous, les CAUE, vous avez, je le redis, une place extrêmement importante auprès des territoires, auprès des acteurs des territoires, auprès des élus. Et ce n'est pas le président du CAUE alsacien qui va le dire. Donc, vraiment, emparez-vous de ces sujets, mais vous l'avez déjà fait. On compte sur la poursuite de ce partenariat extrêmement constructif avec les services de l'État. Je vois ici notre direction des territoires, avec également l'ADREAL. On est tous mobilisés. Dans le Grand Est, on s'est donné un calendrier. C'est-à-dire qu'il y aura des groupes de travail qui vont être lancés assez rapidement sur des thématiques, y compris des thématiques transversales. Au mois de novembre, il y aura une restitution et dès janvier 2024, on va démarrer un plan d'action parce que notre COP territoriale, ce n'est pas uniquement une conférence des partenaires, mais c'est vraiment quelque chose d'opérationnel, de concret, de pragmatique pour essayer, comme on l'a fait au moment de la crise Covid, comme on l'a fait au moment de la phase rebond, d'emmener tout le monde avec nous. Alors on parle souvent aussi des sujets agricoles. Hier, il y avait une intervention du président de la Chambre régionale d'agriculture. Lui, il est sur le concept de ferme durable avec des expérimentations sur le territoire pour faire un bilan global sur quelques fermes choisies pour leur diversité, avec un bilan énergétique, un bilan aussi économique, parce que les agriculteurs, ils doivent pouvoir vivre de leur métier. Tout ça pour dire que vraiment tous les secteurs ont cette volonté d'aller plus loin, la décarbonation au niveau de l'industrie, et les industriels ne nous ont pas attendus, puisqu'ils font partie aussi des gros consommateurs de gaz à effet de serre. On en a déjà 14 dans le Grand Est sur les 50 au niveau national. Donc on voit effectivement le travail qui nous reste à faire. Mais je sais pouvoir compter sur les CAUE qui ont fait la preuve au fil des années de leur capacité à évoluer, à s'adapter, puisque c'est bien là l'enjeu du moment. Et je terminerai mon intervention sur une citation de Le Corbusier, d'abord parce que j'aime beaucoup cet artiste, et puis je sais que vous l'appréciez aussi beaucoup, mais parce que je pense que parfois une phrase vaut mieux qu'un long discours. L'architecture est un fait d'art, un phénomène qui suscite l'émotion au-delà des problèmes de construction. La construction sert à faire tenir, l'architecture à émouvoir. Merci de votre attention.